Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 177 du podcast Touchdown Actu. On est très heureux de vous retrouver en public au Hard Rock Café Paris. Faites du bruit s'il vous plaît, les personnes présentes. Oh là là, trop de gens. Ils sont gentils parce qu'ils font du bruit plus que le nombre qu'ils sont. Et ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Raoul Villeroy à mes côtés, bonjour. Salut. Camille Saraben à la technique. À un micro, Camille, en plus. Salut. Et comme on l'entend bien. On vous rappelle d'abord que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées NFL pendant tous les dimanches qui ont eu lieu donc pendant toute la saison. On les remercie d'avoir été notre partenaire toute l'année. Au programme du jour, le débrief du Super Bowl depuis Houston, le débrief du Super Bowl ici à Paris, l'avis de vous, le public, parce qu'on va venir vous parler, le public du Hard Rock Café, les questions que vous avez posées sur le site, des tops, des flops et tout ce qu'il faut savoir sur ce match. On va commencer avec l'avis de Raphaël et on commence un petit peu en différé. On part avec un son qu'on a enregistré lundi, c'était juste après le match. C'est parti pour cet épisode 177. James White will set behind Brady. He will move under center, trips to the right, Bennett to tight end left. Second and goal to go from the 2. Toss sweep right for James White. Pucks it under the right arm, cuts it upfield, driving forward, diving to the goal line. A touchdown and a title for the Patriots. I can't believe it. They have completed the greatest comeback in Super Bowl history. Nous sommes donc là pour cette émission de débrief et forcément on va commencer le débrief avec celui qui était sur place pour Touchdown Actu à Houston. Il est en direct de sa chambre d'hôtel parce qu'il n'a pas eu le temps de rentrer, alors on fait ses impressions depuis sa chambre d'hôtel à Houston. Raphaël Masmejean, bonjour, bien remis de ta nuit et de ta soirée, parce que nous c'était la nuit mais toi c'était la soirée, bien remis de tout ça? Alors salut à tous, ouais écoute, remis, j'ai mis du temps à m'endormir forcément parce que l'excitation était telle d'assister à ce Super Bowl là, ce comeback incroyable que vous allez commenter et que déjà tout le monde a commenté à peu près sur internet de toutes les manières possibles. C'était incroyable. Alors est-ce que tu y croyais? C'est la question qu'on va poser à tout le monde, mais est-ce que tu y croyais? Ouais. Et est-ce que tu peux dire je l'ai vu venir en toute honnêteté? Alors en toute honnêteté, au milieu du troisième quart-temps, je n'y croyais pas du tout à une remontée des Patriots. J'explique un peu pourquoi. Donc à ce moment-là, le score était de 28-3. Il restait donc le quatrième quart-temps et un bout du troisième à jouer. Et au-delà de ça, au-delà de l'écart de 25 points, c'est surtout que les Falcons, en fait, m'impressionnaient dans le sens qu'ils n'étaient pas impressionnants, mais menaient de 28 points. Je veux dire, ils ont fait des bons drives, mais il n'y a pas eu d'action particulièrement de folie à part une grosse course de Devonta Freeman. Et en fait, j'avais l'impression que les Falcons menaient 28-3, mais en jouant presque facile en attaque. Et je me suis dit, si derrière, en plus, ils enchaînent des drives encore plus impressionnants, les Patriots ne pourront jamais revenir. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc j'avoue, j'ai été un des premiers surpris sans aucun doute. Alors, tu as vécu un des plus beaux Super Bowl de l'histoire, peut-être le plus beau Super Bowl de l'histoire dans le stade à Houston. C'est quoi l'ambiance au moment où les Patriots gagnent en prolongation, au moment où James White marque ce touchdown? C'est une folie totale. Tout le stade était levé. Pour vous donner une idée, tous les supporters des Patriots, au cours de la prolongation, en fait, une fois que les Patriots ont gagné le toss, se sont levés et ont passé tout le drive debout, à taper des mains, à applaudir, à chanter des MVP, des Brady, let's go, enfin à taper des pieds. L'ambiance était mais totalement folle, et surtout que les fans des Patriots étaient sur leur lancée du quatrième quart-temps, parce qu'au début du quatrième quart-temps, on les entendait quasiment plus, et puis il y a ce fumble provoqué par Donta Hightower qui les réveille complètement.
Tom Brady derrière qui enchaîne les drives et progressivement, eux, on ne faisait plus que les entendre. On les entendait crier defense, defense. Enfin, c'était. J'ai fait des matchs de rugby, j'ai fait des matchs de foot, de handball, j'ai fait plein de sports et j'avais jamais vu une ambiance pareille, sincèrement. Alors, C'était mais c'est assez étonnant en plus parce que le Super Bowl n'est pas réputé pour être un match super chaud au niveau des supporters, mais là ils étaient en Ouais. surnombre hein, quand même. Ouais, ils étaient largement en surnombre. Je dirais, à vue d'œil, je dirais qu'il y avait à peu près 7 fans des Patriots pour 3 des Falcons. À vue d'œil, hein, c'est pas très précis, mais voilà. Clairement, moi aussi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ambiance. On a cette réputation en plus avec des places un peu chères, un public un peu plus aisé, moins bruyant forcément. Bah écoute, c'était pas du tout le cas. Beaucoup de gens par contre alcoolisés dans le stade, ça faut le reconnaître. Je sais pas si Alors, ça aide après. je vois de quoi tu parles. Moi, je me rappelle l'an dernier quand j'étais à San Francisco, il y avait une famille devant moi où ils étaient un peu attaqués aussi, juste devant. Ouais. Alors du coup, je sais pas si le fait que beaucoup étaient alcoolisés, si ça les a désinhibés et ça a fait ressortir leurs pulsions les plus fortes pour crier, peut-être. Mais en tout cas, non, l'ambiance c'était de la folie. Et pourtant, les Falcons n'avaient pas démérité au niveau ambiance. Enfin, progressivement, les 3 premiers quarts-temps, on n'entendait quasiment que forcément, parce que les fans des Patriots se cachaient un peu pendant les 3 premiers quarts-temps. Le point d'orgue un peu dans le stade, c'est au moment où donc les Falcons marquent le touchdown du 28-3. Et là, pendant 30 secondes, on a un clip fait par Samuel L. Jackson qui passe dans tout le stade. Où Samuel L. Jackson, qui est originaire d'Atlanta, appelle tout le monde à gueuler, etc. Où là, tu dis, wow, les Falcons dominent même dans les tribunes. Et puis derrière, patatras, quoi. Alors, une question. Alors déjà, tiens, on n'a pas rappelé, t'étais où dans le stade du coup? Parce que tout le monde nous pose ça, on a vu quelques photos que tu as mis sur Twitter sur le compte de Touchdown Actu. Ouais. T'étais où à peu près? Alors j'étais, ça veut rien dire. J'étais très en hauteur, ce qui correspond à peu près, pour vous donner une idée d'auteur, comme un 6e étage à peu près, on m'a dit, l'équivalent d'être un 6e étage. Mais alors par contre, quand je commençais à monter dans le stade, je me suis dit oh là là, on va jamais rien voir, on va être trop haut. Et bizarrement, le stade, les tribunes sont faites d'une telle manière que même de très en haut, tu vois très très bien la pelouse. Hein. Oui, Et je suis assez d'accord avec toi. J'avais eu un peu le même ressenti à Phoenix où on était tout en haut aussi, mais au final, tu voyais très bien parce que les stades sont très pentus, donc t'es pas très loin de la pelouse finalement. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tellement pentu que voilà, et donc du coup j'étais à côté de dans une press box avec essentiellement là pour le coup c'était les journalistes étrangers. Alors, question sur le match en lui-même. Depuis cette press box, donc tu avais quand même une belle vue. Est-ce que tu vois ce qui se passe sur la réception de Julian Edelman? Parce que nous, on l'a vu forcément avec des ralentis extrêmes. Vous aviez des grands écrans géants. Mais du coup, ça se passe Ouais. comment cette réception dans le stade? Alors gros moment d'interrogation. Il y a les fans des Patriots qui gueulent réception réception, ceux des Falcons qui disent non il n'y a pas réception. Sur le moment, très sincèrement, moi depuis la tribune de presse et avec mon voisin, on était d'accord. On pensait à une passe non complétée. On a cru voir que le ballon touchait le sol en fait. On avait cette impression-là. Et c'est après au ralenti où là, le stade a complètement explosé parce qu'au ralenti sur le grand écran, on se rend compte qu'il y a une main d'un défenseur des Falcons qui empêche la balle finalement de toucher le sol. Et puis, elle rebondit. Et là, Edelman fait ce travail incroyable de receveur où il a ce deuxième réflexe de l'attraper. Mais, non. Au début, c'était donc grand doute sur cette action. Personne ne savait vraiment ce qu'il y avait, clairement. Et tu peux préciser, mais je suppose que l'écran géant, parce que je crois que c'est un des plus grands de toute la NFL. Donc, vous l'avez vu par contre, Alors, une fois qu'il y a le ralenti, c'était incroyable, je suppose. Ouais, il y a 2 écrans géants vraiment sur les 2 côtés du stade. Il y en a un petit peu plus grand que l'autre. Et ouais, au ralenti, c'était la folie et comment le stade a explosé de joie parce qu'il est en majorité Patriots au moment de la réception et même les fans, on entendait les fans des Falcons dire c'est pas possible, mon Dieu, j'y crois pas. Enfin, vraiment personne n'en revenait et c'est d'autant plus dur parce que j'entendais un fan des Falcons un petit peu devant moi qui disait au final si notre défenseur ne met pas la main sous le ballon touche directement le sol, on aurait presque mieux fait de pas chercher à l'intercepter. Enfin, c'est complètement dingue comme action. C'est le helmet catch en inversé. Hein. C'est le helmet catch des Patriots de cette année. Ça, clairement. Et ils l'ont dit Clairement, eux-mêmes. sauf que la seule différence peut-être, c'est que Brady échappe pas à une pression folle comme Manning avait pu le faire. Mais sur l'aspect juste réception, ouais, c'est l'équivalent, clairement. Alors, juste après le match, il y a eu la remise du trophée, il y a eu tout ça. Roger Goodell a été sifflé, on peut dire un mot là-dessus quand même. Parce que tu m'as dit, j'avoue que nous, on l'a pas forcément perçu comme ça, mais toi, tu m'as dit hors antenne, en fait, c'est tout le monde, même pas forcément que les fans des Patriots. Ouais.
Ouais, c'est absolument tout le monde, tous les gens qui étaient dans le stade à ce moment-là, en tribune, qu'ils aient un maillot Falcons, un maillot Patriots ou pas de maillot du tout, se sont mis à siffler Roger Goodell. Je n'ai vu que quelques applaudissements du côté des journalistes, et encore très peu, et je sais même pas si c'était des gens qui applaudissaient le fait que les fans eus, ou s'ils applaudissaient Goodell, tu vois, je suis même pas sûr. Ou si c'est les Donc, employés, ou si c'est les employés d'NFL Network qui veulent pas être virés. voilà, peut-être. Non, une bronca absolue contre Goodell. Je pense que il peut se poser des questions sur sa cote de popularité au sein de cette ligue, hein, clairement. Un petit mot sur les joueurs, du coup, parce que tu es allé dans les conférences de presse d'après-match, évidemment. Qui tu as vu? Comment ça se passait? Alors, je sais que c'est toujours un peu la foire d'empoigne, hein, ces conférences de presse, donc Ouais. c'était un peu la bataille. C'était la foire d'empoigne totale. J'ai vu quand même une bonne partie des Patriots. Du coup, j'ai vu les Edelman, j'ai vu Amendola, j'ai vu Martellus Bennett, Malcolm Butler, Patrick Chung, Logan Ryan. J'en ai vu beaucoup. Énormément d'entre eux sont venus avec leurs enfants. Matthew Slater, Martellus Bennett, ils sont tous venus avec leurs petites filles, leurs petits garçons sur le podium. Ils laissaient leurs enfants répondre aux questions à la place de papa. Donc, d'un point de vue journalistique, c'était pas, Ça se fait de plus en c'était pas le plus. Hein. moment. C'était pas le moment le plus intéressant. Après, je peux comprendre les mecs après un tel match, pas avoir forcément envie de répondre et juste profiter du moment avec leurs enfants. Aucun reproche dessus. Donc, chez les Patriots, il y avait deux types. Il y avait les joueurs qui venaient comme ça avec leurs enfants, et il y avait ceux qui venaient avec leurs copines absolument magnifiques. Voilà. C'était les deux types, ouais. T'avais le choix. Je suppose que, je sais pas si journalistiquement c'était plus intéressant, mais ça devait être plus intéressant. Oui, c'était visuellement plus intéressant. Au niveau des anecdotes et des infos, ça ne l'était pas. Mais non, c'était plus intéressant de voir Madame Edelman, de voir Madame Amendola. Attends. Il y avait Madame Edelman dans la salle de conférence de presse? Ouais, elle est passée rapidement, ouais. Tu as vu Adriana Lima? J'ai vu très rapidement Adriana Lima, ouais. Ah, je vais arrêter. Il me semble que c'est elle. Elle était à côté d'Edelman. À un moment, elle lui tenait la main, donc je pense que c'est elle, à part s'il en a déjà une nouvelle. Mais, je vais arrêter cette retransmission et cette interview tout de suite. Je sais pas pourquoi je t'ai laissé y aller à ma place, en fait. Par contre, j'ai pas vu Gisèle. J'ai pas vu Gisèle. C'est vrai, elle s'était pas montrée non plus, hein, il y a 2 ans à Phoenix. Ouais, elle a pas l'air. Bon, en tout cas, t'as vu Adriana Lima déjà. T'aurais dû faire un selfie avec elle ou un truc comme ça. Bon, après, on serait fait. Ouais, non, mais tu te serais peut-être fait virer, mais. Elle est restée beaucoup moins longtemps. Elle a juste accompagné Edelman au podium, puis elle est repartie. Alors que Madame Amendola, je sais plus son nom, elle est restée à côté d'Amendola pendant toute l'interview sur le podium, à lui faire des gros câlins, des gros bisous, des gros. C'est mignon. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'était mignon. Pour finir sur le match, on est obligé d'en dire un petit mot puisque tu étais dans le stade. Donc, et pour d'expérience, je peux dire que le ressenti n'est pas toujours le même quand on est dans le stade, puisque j'ai la chance d'avoir fait les 3 derniers. Donc, ton avis impartial de mec qui était dans le stade, parce que nous, on n'a pas été forcément fans. Comment c'était Lady Gaga à la mi-temps? Ah, Lady Gaga à la mi-temps. Alors écoute, musicalement, c'est pas mon truc. J'ai pas trouvé, même musicalement, sans que ce soit spécialement mon truc, j'ai pas trouvé que la prestation musicale était folle. Enfin, ça faisait, le public dansait pas particulièrement, les gens bougeaient pas, enfin, pas beaucoup. Par contre, visuellement, j'ai trouvé que le show se tenait pas mal. Elle sur le toit au début qui chante depuis le toit avec la vue sur Houston, c'est quand même sympa à regarder. Le feu d'artifice à la fin, elle qui saute depuis le toit. Puis il y avait quelques beaux trucs de chorégraphie, de jeu de lumière. Visuellement, c'était pas mal. J'ai trouvé ça mieux que Coldplay, par exemple, à San Francisco. Mais c'est la question qu'on se posait en fait depuis la télé, c'est que quand elle est sur le toit, du coup, alors je suppose que vous la voyez dans les écrans géants, mais il y a une partie du stade qui la voit pas. Ouais, il y a toute une partie du stade effectivement qui la voit pas. Bah nous, finalement, on la voyait pas parce qu'elle était sur la partie du toit au-dessus de nos tribunes. Ouais, si tu veux. Donc nous, on la voyait pas. Surtout qu'en plus, pour le coup, le truc du toit, c'était un secret de Polichinelle. Enfin, qui a surpris pas grand monde. Tout le monde dans le stade s'y attendait. Surtout qu'à la mi-temps, on voit le toit s'ouvrir. Donc. Oui, c'était un peu grillé. Bon. Vu qu'il est fermé pour le match, en effet, c'était un peu grillé. Voilà. Heureusement qu'il pleuvait pas des cordes d'ailleurs, parce qu'ils auraient été contents les joueurs. Ouais, heureusement qu'il pleuvait pas. Cela dit, c'est pas grave, ça amenait un peu d'air dans le stade parce que c'était chaud bouillant et on transpirait dans le stade, donc ça amenait un peu d'air frais et encore frais
À ce temps-là, au Texas, c'était de l'air à 18 degrés, un peu moite, donc c'était pas non plus la folie. Ouais. Euh, Non, mais après, non, ouais, non, j'allais dire après, nous d'ici, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'était du Lady Gaga, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de trucs surprenants ou de quoi que ce soit, c'était du Lady Gaga. Si t'aimes bien l'artiste, bah t'aimais bien le show. Si t'aimais pas, t'aimais pas. Il n'y avait pas de grosses surprises ou de quoi que ce soit, c'était du Lady Gaga, c'était propre et voilà, quoi. ouais, je suis d'accord. C'est un show professionnel, bien rodé, bien préparé, mais pas de folie, quoi. Pas incroyable. Alors, pour terminer, on a lu tes aventures sur Touchdown Actu tout au long de la semaine avec ce petit journal du Super Bowl pour lequel on te remercie évidemment. Un petit bilan quand même de cette semaine pour les auditeurs du podcast. Conférence de Ouais. presse, Media Day, les joueurs, comment ça s'est passé tout ça, qui étaient les plus sympas. Alors déjà, ton ressenti global sur la semaine, c'est quand même une semaine où tu te sens immergé au final dans l'ambiance pendant 7 jours de suite, quoi. Ouais, c'est une semaine, tu te sens immergé dans l'ambiance. La pression monte progressivement au fur et à mesure des jours, des conférences de presse. Et à la fin, finalement, je pense qu'on est exactement comme les joueurs. C'est que les 2 derniers jours sont hyper longs. C'est euh, c'est sympa de voir les conférences de presse, mais on a envie que d'une chose, c'est de voir les gladiateurs sur le terrain et de voir le match. Et je suis persuadé que les joueurs, c'est pareil. Les joueurs avaient l'air très heureux au Media Day le premier jour. Les conférences de presse le mardi aussi, ils étaient heureux, mais tu sentais que le jeudi déjà, ils en avaient marre. Eux aussi ne voulaient qu'une chose, parce qu'en plus, eux, ça fait 2 semaines de pause, du coup, vu qu'ils ont pas joué non plus la semaine dernière. Tu sentais qu'ils avaient envie que d'une chose, c'est de jouer. Et je trouve chez les journalistes, et c'est ça qui est fort, c'est que t'es tellement immergé que tu ressens la même chose que les joueurs, quoi. Ouais, il y a un aspect colonie de vacances un peu pendant une semaine, tu es avec eux dans l'aventure Ouais. un peu. C'est ça, t'es totalement avec eux. Du coup, de manière un peu générale, j'ai trouvé quand même les joueurs des Patriots plus sympas, plus ouverts, mais peut-être aussi par expérience aussi, hein. Une partie d'entre eux était quand même là il y a 2 ans. Ils savaient un peu comment parler aux médias, maîtriser, alors que tu sens que chez les Falcons, équipe très jeune, les mecs savaient pas forcément où se placer, ni comment répondre. Enfin, à la au dispo de presse des Falcons, t'as des joueurs qui sont arrivés en pyjama et qu'on dit à des journalistes, j'ai pas envie de parler, désolé, il est 8 heures, parce qu'en plus, eux, c'était à 8 heures le matin. Ouais, dur. Ouais, dur, tu vois, ils étaient là, je suis désolé, il est 8 heures, j'ai pas envie de parler, je suis pas réveillé, j'ai rien à dire, quoi. Bon, bah, ok, on passe au suivant. Le mec pas très sympa de la semaine, c'est Matt Bryant, le kicker des Falcons, qui a refusé de me répondre sur la NFL Europe. C'est étonnant parce qu'en général, les special teams, ils sont plutôt sympas. Ouais. Eh ben, écoute, lui, en plus d'avoir une tête d'acteur porno des années 80, il n'est pas très sympa. Bon, après, peut-être que ce jour-là, il était mal luné, hein. Ça se trouve, il est peut-être très sympa les autres jours de la semaine, j'en sais rien, mais ça arrive aussi sur une semaine, c'est un peu long, les mecs sont demandés par plein de médias. Après, Bon. peut-être qu'il n'a pas été sympa non plus avec ses coachs parce qu'ils n'ont pas voulu le laisser tirer un field goal et ils ont préféré faire des passes. Ouais. Donc peut-être que c'est lié. C'est exact. Et au niveau des sympas alors, du coup, dans ces dispo presse, Au niveau des sympas, les 2 plus sympas, j'ai trouvé que c'était Marcus Cannon, le left tackle des Patriots, et Matthew Slater, le special teamer, bon, de métier receveur, Matthew Slater, et non, faut que je rajoute Malcolm Mitchell quand même, le receveur rookie des Patriots, avec qui j'ai un peu parlé du bouquin qu'il a écrit. Il a écrit un bouquin pour enfants, très très sympa, très ouvert, et c'était agréable de parler d'autre chose que de football pur. Donc surtout que quand on leur pose des questions sur le football pur, les réponses sont un peu bon, c'est des classiques, quoi. ouais, vaut mieux On- sortir des sentiers battus des fois. Ouais, c'est ça, parce que sinon, quand tu leur poses des questions de football, c'est on y a cru toute l'année, on a confiance en nous, on est une fraternité, euh, nos adversaires, on les respecte, mais on y croit. Enfin bon, voilà, c'est. Ouais, c'est T'en du. as un qui va se mettre à partir sur une analyse. Ouais, Non, je disais c'est du classique en effet. On a alors une petite coupure. voilà, ouais, c'est du classique total, donc vaut mieux essayer de leur parler un peu autre chose, quoi. Un petit mot sur Houston. Enfin, tu as découvert la ville des strip clubs et de James Harden. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens? Apparemment pas grand-chose de ce que j'ai compris, hein. Ah non, non, honnêtement, pas grand-chose. Je suis désolé, hein, s'il y a des gens on sait jamais, qui habitent à Houston, qui adorent cette ville et qui vont nous écouter. Mais non, j'en ai retiré rien. Enfin, voilà, il y a un centre d'affaires avec beaucoup de bâtiments. Il y a les beaux stades, le Minute Maid Park, le stade de baseball est joli. Bon, voilà, mais après, en dehors de ça, il y a pas grand-chose à faire dans Houston, hein, clairement.
Bon, et ben merci beaucoup en tout cas Raphaël, rentre bien, fais attention dans l'avion, fais attention à tout et on te retrouve le 14 pour l'émission avec nos auditeurs Tipeee évidemment. Ne ratez pas ça, on te souhaite un très bon retour, félicitations pour toutes ces aventures à Houston et nous on va passer au débrief avec Raoul et tout le reste du public du Hard Rock Café. Shotgun snap to Brady. Stands in, throws down the middle for Edelman. Ball tipped. And Julian diving for it. Did he make the catch? He did! You gotta be at kidding the 40. Making the grab. It's the ball on the left foot of Alford. He's got it. Les impressions de Raphaël Masmejean qu'on remercie, qui est dans l'avion au moment où on enregistre la suite de cette émission avec le public du Hard Rock Café Paris. Les Falcons ont donc remporté, eh ben non, ils ont failli, même moi je m'y perds. Les Patriots ont donc remporté le 51e Super Bowl 34-28 après prolongation. Raoul, nous allons débriefer ça depuis Paris, alors nous on n'était pas dans le stade comme Raphaël, mais on a quand même plein de choses à dire. Le plus grand match de l'année, ça c'est sûr, peut-être le plus grand Super Bowl de l'histoire. Même question qu'à Raphaël. Pour commencer, est-ce que tu y croyais, franchement, quand il y a 28-3 pour les Falcons? Est-ce qu'il y a même 1% de toi qui se dit « Ouais, ils vont remonter, ouais ». Alors, je vais être très honnête, j'y ai pas cru jusqu'avant le fumble recouvert. C'est-à-dire que quand les Patriots marquent ce touchdown en fin de troisième quart-temps, je fais le calcul, je dis, il reste quoi? Il faut qu'ils aient 18 points, donc ça veut dire... Enfin, non, c'était même plus, il fallait qu'ils aient si, c'est ça, 19 points. Donc 2 touchdowns à 8 points et un field goal. C'est ça. Je me suis dit... Ils vont jamais avoir autant de temps si les Falcons déjà mettent encore plus de points et encore moins si ils laissent trop la balle aux Falcons. Donc il faut forcément un turnover défensif. Et quand il y a eu ce turnover défensif, je me suis dit attention là, ça peut le faire. Enfin après, moi, je sais pas. Moi, honnêtement, pareil, j'y crois pas du tout. Je me rappelle avoir dit précisément à Camille et Grégory parce qu'on regardait le match ensemble. Je crois qu'il y a un moment où je leur ai dit, franchement, si j'avais pas à bosser, j'irais me coucher. Non, quand même pas. Non mais alors, c'est un Super Bowl, donc je serais probablement resté, mais. Honnêtement, ça avait l'air plié de chez plié. Pour vous situer quand même la portée de l'exploit, la plus grosse remontée de l'histoire du Super Bowl jusque-là, c'était 10 points. Ouais. Patriots contre Seahawks en 2015, 10 points. Saints contre Colts, 10 points. Redskins contre Broncos, 10 points. Les Patriots ont remonté 25 points. Ils étaient menés de 19 au début du dernier quart-temps. C'est exceptionnel et surtout, il y a seulement 3 plus grosses remontées dans toute l'histoire de la NFL, y compris saison régulière. Les Bills contre les Oilers en 93, 32 points de remontée. 49ers Saints en 1980, 28 points. Colts Chiefs en 2014, 28 points. Et Bills Colts en 97, 26 points. Donc il y a 4 plus grosses dans toute l'histoire. Sinon, ils sont à égalité. Il y a d'autres matchs à 25. Ouais. Mais c'est un exploit gigantesque, même pas à l'échelle du Super Bowl, à l'échelle de la NFL. Ça a été fait que 4 fois mieux. Donc c'est un truc, je veux dire, c'est jamais imaginable au moment où ils sont à 28-3. Et alors moi, tu dis, il fallait un turnover défensif. Je vois pas à quel moment la défense des Patriots allait les stopper aussi régulièrement. Enfin, tu vois, je pensais qu'ils allaient reprendre des points de toute façon. Ça marchait bien, Devonta Freeman marchait bien, Julio Jones faisait des grosses réceptions. Et d'ailleurs, on va aller directement à ce moment-là. Est-ce que le tournant du match, c'est la séquence à 4 minutes de la fin? Les Falcons sont sur les 22 yards adverses grâce à une grosse réception de Julio Jones, 8 points d'avance, course pour perdre d'1 yard, sac, pénalité, passe incomplète sur 3e et 33. Ils sont sur leurs 45 yards, ils rendent le ballon. Ouais, c'est un des tournants parce qu'il y a eu cette remontée est tellement énorme qu'elle s'est faite avec une tonne d'éléments qui ont été en leur faveur. Il y a ce drive-là et j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas eu de... Comment dire? C'est-à-dire que les Falcons, on les accuse comme on avait accusé les Seahawks d'avoir lancé. Mais ils ont vu que leur course était bloquée et que, contrairement à ce qui s'est passé au début... bloquée, il y a 11 courses pour 75 yards et un touchdown de Devonta Freeman. Mais très vite, ensuite, quand ils commencent à courir ou même à faire des passes latérales ou des screen passes, ça avance plus du tout parce que la défense des Patriots a compris. Et finalement, je peux pas leur en vouloir d'essayer d'avancer un peu plus et de se dire il faut qu'on avance parce qu'il faut qu'on aille marquer des points parce que c'est le seul moyen de gagner. J'en veux pas aux équipes d'être agressifs et j'en voulais pas aux Seahawks d'avoir essayé d'être agressifs, mais... Quand tu cours que 5 fois, 5 fois ils ont couru à partir du moment où ils ont mené 28-3. C'est pas normal quand tu as justement un duo comme Freeman et Coleman, même s'ils prennent des passes dans le backfield que c'est pas compté comme des courses, mais c'est pas normal de courir que 5 fois quand tu mènes 28-3 dans le Super Bowl avec Devonta Freeman et Tevin Coleman, même s'ils ont été stoppés quelques fois. Ils devaient marquer encore des points. Ils se sont dit à 25 points, c'est pile la limite pour se faire remonter. Il faut marquer des points encore. Mais on est d'accord. Mais quand ils sont sur les 22 yards,
Ouais, mais Et ils marquent 3 points, ils mènent de 11 à 4 minutes de la fin, c'est fini. Ils se disent que s'ils se font plaquer derrière la ligne de scrimmage, ils vont reculer, et Non, mais c'est pas bon. Tu te fais plaquer 3 fois derrière la ligne de scrimmage sur les 22 yards, au pire tu recules, allez, grand max au 27, t'as toujours un field goal de 37 yards. Matt Bryant, il les met toute la saison. C'est-à-dire que il est quand il dans se un fait saquer, dôme, il a le toit est perdu fermé. tellement de temps, il a perdu tellement de distance Ah, mais qu'il panique à ce moment-là. Non mais on est d'accord, il est en faute sur le sac et c'est le sac Ouais, qui les tue. c'est le La sac, pénalité derrière aussi les achève. Ah ouais, mais il n'y a rien à dire pénalité sur celle-là, les elle est achève. flagrante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment cette séquence, Ouais. on en a parlé un peu avant l'émission, on parlait des matchs des Patriots, l'interception de Butler et tout ça, c'est des moments forts. Mais là, c'est une séquence en fait. C'est vrai, C'est une séquence d'1 minute où ils gâchent vraiment l'occasion de mettre le pied définitivement sur le match, parce qu'on parle même pas de touchdown, ils sont sur les 22 yards. Ils courent 3 fois dans la ligne, comme le faisaient les Broncos l'an dernier quand C'est ils vrai, menaient. Ils courent 3 fois dans la ligne et ils mettent un field goal. Ils sont devant de 11 à 4 minutes de la fin. 11 c'est fini. Normalement, La preuve, c'est torché, la preuve, hein. Les Patriots, ils ont réussi à remonter que pile Voilà. le bon nombre. Donc c'est quand même ça, moi, qui est quand même compliqué. Mais Parce- est-ce que c'est pas parce que justement les Patriots ont réussi à leur faire croire que s'ils essayaient de courir, ils allaient se faire manger, et c'est un peu ça aussi la force des Patriots sur sa fin de match. Et on nous a dit que Mais je peut-être vois pas en l'impact quoi de ils Bill seraient, Belichick encore une était fois, trop je fort, vois mais pas en quoi ils se seraient fait manger s'ils avaient couru sur les 22, puisqu'ils y étaient déjà à portée de field goal. Donc mais moi, je peux pas dire. Encore une fois, moi, je pense que dans leur tête, ils se sont dit, il faut qu'on essaie d'avancer le plus possible et qu'on prenne au moins un touchdown ou qu'on Mais arrive. Mais alors comme- après, ça revient à ce que disait quelqu'un dans l'équipe, dans la rédaction. On en a parlé pas mal de ce match. Du coup, je suis désolé, je me rappelle plus de qui l'a dit ça, mais en gros, la force de Belichick, c'est qu'il arrive à rendre ses adversaires fous. C'est-à-dire C'est qu'ils se mettent Romain à faire Terrasse, n'importe le quoi. graphiste, qui a dit Alors ça. voilà, c'est Romain, notre graphiste, qui a dit ça. La force de Belichick, c'est ça. Alors, c'est que les mecs se mettent à trop réfléchir Ouais. et ils se mettent à faire Et n'importe ils quoi. paniquent. Ben, c'est peut-être que ce qui s'est passé avec les Seahawks aussi. Ça fait quand même 2 fois que des équipes en face craquent un peu sur la fin mentalement, alors qu'elles les ont leur. Seahawks pouvaient comprendre, tu joues la surprise sur la passe, tu tentes un tracé slant un peu court, bon, mettons. Mais là, je veux dire, t'es à portée de field goal, tu peux mettre les 3 points pour tuer le match. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Je sais pas quoi dire. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Camille veut dire un truc, vas-y, on t'a bien micro, Non, Camille. pour reprendre aussi Greg qui était avec nous pendant le Super Bowl et qui est fan des Falcons, juste avant le sac, il a bien vu en plus que le jeu allait se jouer en shotgun et trouvé ça complètement Oui, stupide parce c'est que vrai. du coup ça met vraiment Ça met en pression, ouais. ça met en pression le quarterback, et ça le fait reculer encore plus. Donc c'est en plus ces petits détails là aussi, c'est qu'ils ont d'un côté ils ont fait des passes, mais en plus ils n'ont pas protégé le ballon, quoi. C'est vrai que je me rappelle distinctement de Greg qui disent oh là là, shotgun, oh non, 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 voilà, quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai que Aïe, aïe, aïe. c'est clairement le tournant. Après, il faut donner aux Patriots ce qui revient aux Patriots. Ah oui, oui. Les Falcons n'ont pas perdu ce match tout seuls. Il faut arrêter avec ils se sont écroulés, etc. Il faut aller chercher ce que les Patriots sont allés chercher. Derrière, ils ont terminé le boulot, ils ont fait leur remontée. Alors oui, les Falcons ont raté une occasion, mais derrière, il fallait retourner mettre un touchdown, il fallait retourner mettre une conversion Il à fallait 2 mettre points. les 2 fois à 2 C'est ça, points. donc il y avait 2 conversions à 2 points. Pour le coup, encore une fois, on va raconter un peu en fil rouge cette soirée qu'on passe avec Camille et Grégory. Mais bon, voilà, moi, il récupère le ballon, je dis attends, il y a encore un touchdown, il y a la conversion à 2 points. Ça me rappelait la finale AFC de l'an dernier où il y avait aussi une conversion à 2 points à mettre et qui perdent là-dessus. Je lui disais, ils vont pas mettre les 2 conversions à 2 points, il y a un truc qui va. Et ils ont tout exécuté parfaitement. Parfait. Et c'est ça qui est le plus fort et le plus incroyable peut-être dans cette remontée. C'est qu'ils marquent donc, ce field goal pour se rapprocher à 16. Et derrière, ils savent qu'il faut un touchdown, une conversion à 2 points, un stop, un touchdown, une conversion à 2 points. Et ils font tout ça, quoi. Ouais. Et en plus, ils stoppent parce qu'ils laissent du temps sur le chrono. Ils stoppent toute possibilité d'éventuel field goal. Et ils récupèrent même le ballon. Ils ont je même crois, une dernière chance, ils mettent le genou au sol sur Non, la ils dernière. font un fake. Ils font un fake. Ils font un et finalement, ils fake, partent c'est en vrai. course. C'est vrai qu'ils font un fake. En plus, ça aurait été la manière la plus incroyable de terminer. Si Brady partait là-dessus, ça aurait Oh là été là. incroyable. Mais donc, c'est un beau champion. Il n'y a pas de. Les Falcons se sont écrasés, se sont écroulés, etc. Non. Ils se sont bien sûr écroulés, mais la séquence dont on parlait, où ils perdent cette occasion de mettre les points, les derniers points, elle va les entraîner en plus derrière dans tout ce qui a été mal pour eux dans ce match, c'est-à-dire le fait qu'ils ont eu que 23 minutes de possession, qu'il y en a eu 40 en face, que leur défense elle est rincée et que du coup elle peut plus les arrêter ce qu'il y a en face. Mais c'est ce qu'on dit, enfin c'est ce que j'ai lu un peu aussi, c'est que les Patriots, ah ouais, on vante les mérites de Tom Brady des Patriots, mais ils ont fait 3 cartons absolument horribles. Ah oui, ils ont fait 3 cartons horribles, mais ils ont eu le ballon et ils ont usé la mais défense. C'est ça, ces 3 cartons ils sont pas servis à rien dans le sens où tu l'as dit, la défense des Falcons au bout d'un moment elle n'en a plus. La pression sur Tom Brady qui était ce qui les a fait gagner au début parce que Brady était sous pression et qu'il n'arrivait pas à jouer et on l'a dit souvent, c'est ce qu'il fait jouer dans les grands matchs.
match. Et ben voilà, c'est au début, Brady, il s'est fait manger et il n'a pas réussi à produire. Derrière, au bout d'un moment, les mecs vont plus sur lui, Brady, il se réveille et c'est la fin. Est-ce qu'il y a du suspense pour toi au moment où les Patriots gagnent le tirage au sort de la prolongation? Aucun. Je l'ai dit tout de suite, j'ai pas de témoins, mais qui sont là, je l'ai dit tout de suite, j'ai dit si les Patriots gagnent le toss, c'est fini. Mais pareil, c'est terrible. Je pense qu'il y avait un sens un sentiment que c'était irrémédiable, quoi. Que c'était inarrêtable. T'imagines les défenseurs des Falcons qui sont sur le côté et ils voient qu'ils perdent le toss, mais tu prends un coup sur la carafe, derrière c'est impossible. Mais il y avait vraiment un sentiment que c'était une fois qu'ils avaient gagné que ça allait dérouler, et c'est exactement ce qui se passait, une passe, après, mais encore une fois, c'est du génie. Brady, il a l'air de monter en puissance au fil du match. Ouais. À la fin, il fait plus d'erreurs, il a le regard de tueur, il est les receveurs ne droppent plus rien. Et les receveurs ne droppent plus rien. Oui, il y a un rythme qui est là. Tout le monde et tu as l'impression qu'il se passe plus rien, à part la dernière petite passe sur la mimine de Vic Beasley juste avant la course gagnante de James White, où elle fait un peu peur. Ouais, où tu te dis ouf. Ouais, mais attends, parce que juste avant la dernière possession des Falcons, ils ont rien fait. Donc c'est pas dit que si les Falcons récupèrent le ballon, il se passe quelque chose. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait ce sentiment de rouleau compresseur qui était enclenché. Clairement, et qui marchait sur tout ce qui bougeait. Tom Brady, on a effleuré le sujet. 43 sur 62, 466 yards, record du Super Bowl, 2 touchdowns, une interception. Est-ce que c'est définitivement, et je sais, c'est une question cliché et tout le monde l'a posée, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y échappe pas, est-ce que c'est définitivement le meilleur quarterback de l'histoire? À partir du moment où il a 5 bacs de quarterback champion, oui. Et alors, mais même plus que les 5 bacs, parce que c'est un sport co, il y a 53 mecs dans l'effectif, ils sont 11 sur le terrain en attaque, 11 en défense, et on est d'accord, l'influence d'un seul gars est diluée par le nombre de joueurs, on peut dire ça. Quand même, le quarterback, son importance est plus grande. Ah non, mais voilà, mais après, moi j'ai défendu ça l'an dernier, déjà on avait fait un débat avec Raphaël, Brady ou Manning, etc. Je ne sais plus si c'était l'année d'avant, peut-être quand il avait gagné 4e. Mais moi, c'est même pas le nombre de bagues, c'est encore et encore des moments décisifs dans les Super Bowls. Le premier en 2002, il remonte le terrain hyper calme pour aller placer le Vinatieri en position de field goal. Celui contre les Panthers et contre les Eagles, à chaque fois c'est serré en fin de match. Celui contre les Seahawks, oui, Butler il fait l'interception, mais ils sont menés de 10 points. Derrière, il fait un hard count qui fait un faux départ de la ligne défensive des Seahawks, qui fait qu'ils avancent et ils sont plus en position de prendre un safety. Et puis au-delà de ça, ils sont menés de 10 points, il va chercher le touchdown décisif en fin de match, juste avant cette série défensive où il gagne, contre une défense des Seahawks qui était quand même costaud, ça avait été un match de très haut niveau, donc ils avaient été très très forts. Et là, moi c'est ce que je te disais, c'était le plus impressionnant, c'était son regard au début du match. Donc encore une fois, on est avec Camille et Grégory. Voilà, au début du match, je leur dis, oh là, c'est la tête de quand ils perdent les Super Bowls, il prend des sacs, il a l'air perdu, laissez tomber, il a 28. Et cette force qu'il a eue, et c'était plus le même mec quand tu regardais le regard en deuxième mi-temps et dans le 4e. Il était focus et d'un calme. Et il explosait pas, incroyable. Parfois il explose quand il réussit les actions. Parce que même quand James White marque le touchdown décisif, tu le vois qui fait signe parce que je pense qu'il devait attendre qu'il y ait un replay. Il n'était pas sûr, Je pense qu'il devait attendre qu'il y ait le replay. Possible. Et donc tu le vois qui fait signe aux gens de se calmer. Alors qu'il y a déjà 100 journalistes autour alors de lui. que finalement, Matt Ryan arrive pour le saluer, tout le monde arrive, etc. Ouais. Mais il était d'un calme, d'une détermination, c'était un tueur, c'était incroyable. D'ailleurs, tout est parti d'un coup. Au moment où il a su, il s'effondre d'émotion. Mais je veux dire, dans la manière, et si la question, parce qu'on est toujours là, le meilleur quarterback de l'histoire, etc., bien sûr, il y a différents critères, etc. Mais ça revient à un truc simple. Tu as un Super Bowl à jouer, qui tu veux dans ton équipe, tu prends Tom Brady, tu viens de voir qu'il en gagne 5 et qu'il vient de remonter 25 points. Camille veut Russell Wilson. Non, mais tu peux dire aussi dans le sens où si tu veux un gars qui fait gagner le match du premier quart-temps au 4e quart-temps, tu prends Manning. Ça dépend comment tu veux le décrire, c'est pareil. Je sais, encore une fois, je sais pas, parce que Manning n'a pas gagné plus que ça en play-off, par exemple. Je crois qu'il a un bilan grosso modo équilibré en play-off. On avait déjà eu l'argument avec Raphaël. Même si, bien sûr, il y a le coach, il y a la défense, il y a beaucoup de paramètres. Mais, tu vois, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. La preuve, tu vois, il est tellement fort. Et il peut être très fort en premier quart-temps quand même, t'es dur. Ouais, tu veux dire que s'ils sont menés, s'ils mènent largement, ils perdent. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il peut tout faire en fait, et il peut surtout aller chercher ces moments chauds là à n'importe quel moment. Et dans les grands matchs, il faut que t'aies ça, quoi. Donc il y a ça. Et puis j'ai vu la discussion sur la NFL Network où justement il parlait à un moment de grands receveurs, etc. Et il disait mais Brady, il a pas forcément toujours eu ce grand receveur. Et il y a un de leurs chroniqueurs qui disait
Ouais, il en a eu un une fois, Randy Moss. Et l'année où il l'a, il bat des records. Donc imagine si en plus il avait eu des mecs comme ça autour de lui. Enfin, c'est un mec de système, mais en même temps, il a magnifié le système, je pense. Le système a été fait pour lui aussi. Donc non, et puis il a 39 piges. Ça, c'est dingue. L'an dernier, on voit. Et il se fait bien saquer quand même. Voilà. Et l'an dernier, on voit quand même le cadavre de Peyton Manning qui gagne un Super Bowl au même âge. Et il est plus là, il a plus de bras, il a plus rien. Il a été opéré. Il n'a pas influencé sur le jeu l'an dernier. Mais c'est ça, il a aucune influence sur le jeu l'an dernier, Manning. Il gagne malgré Manning quasiment. Donc, non mais. C'est dur. Attends, non mais la deuxième mi-temps, on va pas revenir sur l'an dernier, mais c'est quand même course, punt. Vous inquiétez pas, la défense est là. Donc au bout d'un moment, là, je veux dire, il va chercher 466 yards, record du Super Bowl à 39 piges. Après, il a vu que le jeu au sol des Patriots s'est fait dévorer au début du match. Ouais. James White, il a comme 14 réceptions pour un coureur. C'est un record de réception à un Super Bowl, alors que c'est un coureur. Et tout le match, dès qu'ils ont commencé à essayer de faire des courses, ça a fait 2-3 yards, pas plus. Donc évidemment que Brady, il est obligé de lancer autant, surtout qu'ils sont menés de 28 points. Il y a un moment, il faut revenir. Il faut le faire. Attends, tu te rends compte, si Manning avait lancé 63 fois le ballon l'an dernier, il avait le bras qui tombait. Il y a 5 interceptions. Donc terrible. voilà, on est d'accord. Ah, bien sûr. Alors, Brady, meilleur de tous les temps pour moi. Moi, oui. je dis oui. À main levée, tiens, dans le Hard Rock, majorité, c'est partagé. Non, si, la majorité est pour, pour Tom Brady. De toute façon, le débat, c'est Montana ou lui. Il y a un moment. Alors, c'est dur parce qu'on n'a pas vu. C'est dur parce qu'on n'a pas beaucoup vu jouer. Moi, je l'ai pas vu Montana, non plus, Montana, mais. Dans les temps. Mais après, c'est pas la même époque non plus. C'est pas le même football. Bah oui, mais du coup, ce serait qui d'autre? C'est pas la même présence. Ah non, mais pour moi, c'est il l'est. Bah voilà, il y a plus de questions. Maintenant, il y en a plus. Et puis, il y a même pas de question de ballon, de trucs comme ça. Tu vas pas chercher 5 Super Bowls par hasard ou par un ballon dégonflé. Faut arrêter. On est d'accord. Et la preuve, je veux dire, il y a eu le Spygate, et c'est pareil, on va rappeler le Spygate à l'époque où ça sort, parce qu'il faut en mettre dans le contexte. À l'époque, t'as les mêmes choses que pour le Bountygate des Saints, c'est-à-dire que tout le monde dit, tout le monde le faisait, mais c'est eux qui se sont fait gauler. Oui, bah oui. Donc voilà, c'est tombé sur eux, et ils sont stigmatisés pour ça. Il fallait pas tricher, si tu veux pas qu'on stigmatise, tu triches pas. Mais ils ont gagné après le Spygate, ils ont gagné après le Deflategate. Donc c'est pas un hasard. Donc voilà, les deux derniers, ils les gagnent après tout. Donc c'est même pas en question. C'est même pas en question là-dedans. James White, tu l'as dit, 14 réceptions, 110 yards, 1 touchdown, 2 touchdowns au sol aussi. MVP du match selon Tom Brady. Oui, mais parce que Tom Brady est un mec très généreux. Oui, et il avait dit que Malcolm Butler devait être MVP lors du dernier match. Alors que Malcolm Butler, certes, fait l'interception décisive, mais encore une fois, c'est Brady qui va chercher tous ses points. Et oui, je comprends. Il veut être corporate. Après, partage. Qui avait dit que c'était le facteur X de ce match? T'avais dit le jeu au sol. Non, j'avais dit James White, surveillez-le. C'est le troisième. Je réécoute le podcast. Ok. J'avais dit surveiller James White. Donc je suis content de montrer. Et je crois que je l'avais donné en cote pour les mecs qui marquent des touchdowns d'ailleurs. Donc, et il me semble qu'on avait donné Hooper aussi des Falcons. Oui. Je me rappelle Grégory justement avoir dit je l'avais dit. On l'avait dit, donc, c'est vrai. On n'est pas si mauvais. Non, mais ouais. Et tu sais qu'on regardait le match, on pensait à tout. On avait dit il manquait plus qu'un quarterback sneak de Tom Brady. On avait nos 3 mecs qu'on avait annoncés. Ils sont sur les 1 yard et je me suis dit mettez un quarterback sneak. Et non. Alors, James White, match exceptionnel quand même, vrai facteur X. D'ailleurs, j'ai un peu peur pour Dion Lewis. On n'a pas eu de nouvelles depuis, mais son genou avait l'air d'avoir tourné quand même. Oui, c'est vrai qu'on a eu très zéro sévèrement. Donc j'espère qu'il s'est pas refait le genou parce qu'il était sorti là-dessus l'an dernier. C'est vrai. Mais James White a vraiment été le facteur X par ses réceptions et par les 3 touchdowns qu'il a marqués, où ça a été quand même d'une importance capitale. Autre importance capitale, parce qu'on revient forcément sur tous les détails de ce match. Julian Edelman, 5 réceptions, 87 yards. On en a parlé avec Raphaël, la réception la plus folle du match. Incroyable. Une des plus incroyables de ces 10 dernières années. C'est le helmet catch des Patriots. Même Bill Belichick l'a dit après le match, on l'a vu sur l'Instagram d'une journaliste d'ESPN. Il a dit enfin une de ces réceptions est tombée de notre côté. C'est ça. Et c'est vrai que c'est symbolique parce qu'il y a eu Jermaine Kearse qui lui rebondit sur la jambe où il gagne le Super Bowl à la fin, mais on a cru que c'était leur deuxième helmet catch. Lui tombe dans les bras alors qu'il est au sol. C'est-à-dire que elle est incroyable d'adresse. Il faut la faire. Non, mais d'accord, il faut la faire. Mais encore une fois, Jermaine Kearse, elle lui tombe dessus. Il faut qu'il la sécurise, mais c'est tout. Alors que là, c'est tout. Mais c'est ça. C'est déjà pas mal. Edelman, vraiment, la balle flotte en l'air et à 2 cm, 1 cm du sol, et c'est lui qui va la rechercher. Il y a vraiment ce moment sur le ralenti, c'est flagrant parce que ça va au ralenti et tout, mais il la reprend. Où la balle flotte en l'air, ne s'arrête. C'est le tout petit moment où il la reprend à la fin. Exactement, qui est ce moment est incroyable. Ouais. Et j'entendais des journalistes américains la comparer avec, évidemment, il y a la réception de Odell Beckham, il y a le helmet catch. Il y a plein de choses, mais celle-ci, c'est vraiment un effort. Limite c'est un réflexe, je pense pas qu'il l'ait contrôlé vraiment quoi. Non mais alors pour faire la comparative très rapidement entre les deux, le helmet catch pour moi est au-dessus parce que c'est l'action globale qui est légendaire, c'est-à-dire que Manning qui échappe à la pression alors qu'on est persuadé qu'il est déjà au sol avant même d'avoir lancé le ballon, c'est une action légendaire. Ensuite en plus il la prend sur le casque, qui retombe avec, c'est incroyable. Donc le complet, mais c'est vrai que
l'effort d'Edelman. Il y a 3 mecs qui essayent de l'avoir, il leur passe derrière et il la rattrape de L'effort d'Edelman est assez fou. Donc ça a quand même été probablement l'action de ce Super Bowl. Après, elle est sur une première édition. Il y a aussi ça qui modère un petit peu par rapport à l'importance d'autres. Il y a une quasi-interception aussi, quoi. Il y a une passe défecte. En plus, voilà. Donc c'est quand même. Mais c'est l'action de ce Super Bowl. On est d'accord. C'est dont on va voir les photos partout. À la base de tout, il y a la défense dont Hightower qui provoque un fumble à 8 minutes 30 de la fin. Donc tu l'as dit, ça aussi. De toute façon, c'est un des tournants de ce match. La force des Patriots aussi, Brady a été beaucoup saqué, mais plus le match avançait, et plus, il se faisait souvent saquer sur les premières tentatives, et derrière il arrivait à compenser ça, alors que les Patriots, ils l'ont peut-être pas fait exprès, mais en tout cas là où ils ont réussi, c'est qu'ils allaient saquer Ryan en 3e, et derrière ils étaient obligés de se dégager, punt, ou alors comme on l'a dit là tout à l'heure sur la fameuse, soit sur le turnover de Hightower, soit sur la fameuse séquence où il recule, et c'est là où un peu les Falcons sont pêchés, c'est qu'ils se sont fait, Ryan a pris la pression dans les pires moments et derrière il perdait le ballon. Et Devonta Freeman a manqué le blitz sur cette action. Il y a petite mésentente, son coach disait qu'il devait y aller, lui disait qu'il ne devait pas y aller. On revient un petit peu en arrière sur le début de match. Ça ressemblait donc typiquement au Super Bowl que les Patriots perdent. De la pression rapidement sur Brady, des sacs, des drops dans tous les sens. Ça aussi c'était grave. Pick six qui était son premier en playoff sous l'ère Belichick de sa carrière. L'attaque d'Atlanta qui réussit 2 gros drives. C'était quand même le scénario idéal pour Atlanta. Moi je veux dire, je pensais que les Patriots avaient perdu aussi pour ça parce que je m'étais dit ils les tiennent à 0 points dans le premier quart, ils n'en profitent pas. Et ce genre d'attaque-là reste pas calé comme ça pendant longtemps. Et donc, s'ils n'ont pas réussi à en profiter, ils sont dedans. Et finalement, donc ça s'est pas passé comme ça. Mais le scénario, en tout cas, était parfait parce qu'ils étaient devant sans être même exceptionnellement impressionnants. Ils ont bien joué sur quelques drives et avec beaucoup moins le ballon. Mais ils avaient le scénario idéal. Matt Ryan est à 17 sur 23, 284 yards, 2 touchdowns. Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose vraiment ? Non, parce qu'il fait un match quasi parfait. Son évaluation, elle est exceptionnelle. Et finalement, il a fait ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire, jusqu'à tard dans le 3e quart-temps, il a fait tout ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire avancer, marquer des points, donner le ballon au coureur quand il fallait. Tout a marché. Le problème, il vient pas de lui. Le problème vient de l'ensemble déjà de la défense des Falcons qui a laissé la marge à Tom Brady. Et finalement, lui ne pouvait pas faire beaucoup plus. Peut-être si sa ligne offensive a fini par craquer aussi un peu un moment. Sur la fin, il prend un peu plus la pression. Est-ce que la blessure d'Alex Mack, j'ai l'impression que sur le sac que prend Ryan sur la séquence terrible, j'ai l'impression qu'il laisse quand même passer son défenseur. Évidemment ça allait se ressentir. Il ne pouvait pas faire tout un Super Bowl sur une jambe avec des antidouleurs, certes, mais je pense que ça a joué un peu quand même aussi. Tu vois, sa ligne offensive sur la fin, elle tenait plus trop et c'est ça qui les a fait perdre aussi. Alors la grande question, mais là on est carrément on va faire les médiums, mais tout le monde nous pose cette question-là. Est-ce que Atlanta peut se relever de cette défaite au Super Bowl, en sachant qu'ils perdent aussi donc Kyle Shanahan. Alors Kyle Shanahan, on a beaucoup parlé des choix offensifs de cette équipe depuis le début. C'est lui le coordinateur offensif, c'est lui la superstar quasiment coordinateur offensif parce qu'on a parlé de son départ en tant que coach des 49ers depuis des semaines. C'est officiel depuis le lendemain du Super Bowl, depuis mardi, donc c'était la superstar. C'est vrai qu'il s'est un peu planté. Moi, encore une fois, je le pense sur les choix de jeu au moment du match où ils peuvent le plier. Ça remet pas en cause tout ce qu'il a fait avant. Ils sont pas au Super Bowl s'ils gèrent pas cette attaque formidable pendant tout le début d'année. Donc c'est pas un problème. Le problème, c'est justement qu'ils perdent Shanahan. Mais ils vont garder son système quand même. Ils vont pas tout remettre à zéro, j'espère pas, parce qu'ils ont vu que ça marchait. C'est quand même significatif de perdre ce genre de coordinateur. Donc, est-ce que le choc de cette défaite, pour une équipe qui est jeune en plus, plus la perte de Kyle Shanahan, quand on voit dans quel état étaient les Panthers cette année. C'est vrai. Maintenant, les Panthers avaient été peut-être un peu moins jeunes les Panthers, en plus, étaient censés récupérer Kelvin Benjamin au poste de receveur qui n'était pas là l'an dernier. Et finalement, ça n'a rien changé. Non, j'espère quand même que les Falcons sont capables de capitaliser sur une saison exceptionnelle qu'ils ont eue. Matt Ryan, il est MVP, il est joueur offensif de l'année. Lui, il reste. Je ne connais pas les situations contractuelles des joueurs des Falcons, mais j'imagine qu'il y a encore bon nombre d'entre eux qui vont rester. Et peut-être qu'ils se disent qu'il y a une fenêtre qui peut rester encore là 1 an. La division, pour l'an prochain, elle est encore jouable pour eux. Ils peuvent encore faire les playoffs. Ce serait dommage que tout ça ait été juste une saison passagère, mais tu l'as dit, les Panthers, ça a été ça. C'est à eux de ne pas faire les mêmes erreurs et
et de réussir à retrouver. Peut-être que les Panthers marchent un peu plus à la confiance, donc c'était un cercle vicieux pour eux cette année parce que ça a mal commencé. C'est à eux de faire l'inverse et de, dès le début, repartir sur les mêmes bases et retrouver les playoffs parce que tout peut se passer. On précise que Steve Sarkisian vient de signer comme coordinateur offensif des Falcons, donc ce sera pas Chad Kelly, on l'a appris juste avant, Chip Kelly, pardon. Chad Kelly, c'est le quarterback d'Ole Miss. Chip Kelly, donc ce ne sera pas lui, ce sera Steve Sarkisian, on l'a appris juste avant le début de l'enregistrement. C'est le coordinateur d'Alabama. Donc l'ancien head coach de la fac de USC qui est parti parce qu'il avait quelques petits problèmes avec la bibine. Et ensuite, il est passé à Alabama. Il était censé prendre la suite du coordinateur offensif de Bama. Il était même devenu coordinateur offensif juste le temps de la finale universitaire là, cette saison parce qu'ils avaient viré Lane Kiffin, donc leur coordinateur, après la demi-finale. Ils ont mis Sarkisian en place pour la finale. Finalement, il sera resté qu'un match en tant que coordinateur offensif de Bama. Ouais. Ça va être intéressant à voir. Camille nous a très justement fait remarquer avant la rencontre que c'était peut-être un choix logique parce que il faut boire pour oublier, donc que Steve Sarkisian pourra les aider à digérer cette défaite au Super Bowl, mais voilà, bon, on peut pas en dire beaucoup plus, mais ils ont leur remplaçant, ça déjà c'est à savoir. Les Patriots, un petit mot sur la suite aussi. Est-ce qu'on échange Rob Gronkowski? Du coup, il sert à rien. C'est terrible de dire ça. Mais non, c'est un peu la force des Patriots aussi. C'est toujours de savoir s'adapter à qui est là, qui est pas là. Moi, je vois Bill Belichick froidement l'échanger contre un choix du premier tour au mois d'avril. Ah, contre un premier tour? Il s'en fout des premiers tours, Belichick. Il en fait rien. Il veut un deuxième et un troisième. Deuxième tour, voilà. Non, mais tu sais qu'avec Garoppolo plus Gronkowski, je pense qu'il est capable de refiler tout le monde aux Browns et de récupérer les 2 ou 3 premiers tours sur 2 ou 3 ans avec un choix du 4e en plus. Ce serait vraiment pas sympa pour eux, mais. Et n'empêche, si tu es une équipe qui a envie de mettre des gros choix de draft, tu récupères Garoppolo et le Gronk en base. Ah bah, les Browns, ça peut pas leur faire de mal, hein, ça c'est sûr. Ou les 49ers, ou... Ah, ouais, peut-être un peu moins. Et à ce qui paraît, Kyle Shanahan voudrait Garoppolo à San Francisco. Ouais, enfin tout le monde voudrait Garoppolo dans la moitié des équipes NFL. En tout cas, si on peut souhaiter un truc à Garoppolo, c'est plus les 49ers que les Browns. Oui. C'est aussi dysfonctionnel, mais au moins il y a le climat. Et puis il y a une histoire. Il y a une histoire aussi, ouais, le maillot est un peu plus sympa. C'est vrai que les derniers des Browns, c'est une catastrophe. Ouais, sans les maillots. En tout cas, les Patriots sont un très beau champion 2016, 2017, et ça a été un Super Bowl de fou. On passe à nos top et au flop. Raoul regarde sa montre pour voir. Mais oui, on fait long, mais parce que c'est une émission avec du gros menu. Mais oui, c'est pour ça, je suis très content. Ton top, Raoul? Mon top, on l'a dit, c'est la réception de Julian Edelman, cette espèce de ballon flottant qu'il va chercher en mettant les mains en dessous. Ça m'a pas réveillé parce que j'étais déjà un peu réveillé parce que je voyais qu'il se passait quelque chose, mais ça m'a fait lever en hurlant. Il était presque 4h du matin, donc et je peux dire que tu avais la paupière un peu lourde. Non, mon top, c'est Donta Hightower, à la fois pour son boulot sur ce match, parce qu'il force le fumble décisif, et pour vraiment mettre en lumière ce joueur que je trouve assez exceptionnel et très complet, parce que c'est déjà lui qui avait stoppé Marshawn Lynch avant l'interception de Malcolm Butler lors du Super Bowl 49. Non, mais c'est vrai, Lynch, il va dans la end zone à ce moment-là. Moi, je m'en rappelle m'être dit, il prend le ballon, c'est fini. Oh non, Hightower, là, il a arrêté, ils ont une dernière chance. Et il arrête Lynch sur cette action-là. Derrière, il y a l'interception de Butler. Et pareil, je m'en rappelle très bien, il est juste derrière Butler et il le pousse pour sortir de la end zone. Donc, il est tout le temps là, dans les moments importants. C'est vrai qu'on en parle moins. Donta Hightower. Et ça pourrait être une superstar défensive. Il va sûrement prendre un gros contrat. Il est moins médiatisé que d'autres linebackers. Et pourtant, il est très très bon. Il est très costaud. Là, il va peut-être le devenir un peu plus médiatisé après le Super Bowl. Parce que là, c'est vrai qu'il a eu un énorme impact. Pur produit de Bama. Et vraiment, encore une fois, il a le plaquage décisif sur Lynch il y a 2 ans. Il a le fumble décisif sur Matt Ryan cette année. Donc, les Patriots lui doivent énormément sur ces 2 dernières années. Sur ces 2 derniers titres. Est-ce que tu as un flop? Ouais, j'ai un flop. C'est les Falcons. Alors, pas en général, mais disons qu'au moment où les Patriots semblaient au plus bas en attaque, ils ont concédé des pénalités sur des holdings, sur des passes interférences défensives qui ont influencé grandement dans le résultat final. Et c'est à ce moment-là, je pense que aussi les Patriots se sont dit qu'ils avaient un coup à jouer. J'ai plus exactement en tête, mais il y avait une 3e et 10 et ils font un holding et du coup les Patriots reprennent une première tentative et avancent. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé parce que derrière, c'est ce qui leur fait perdre le match un peu. Donc pour moi, c'était une grosse erreur à ce moment-là.
Moi, j'ai pas de flop parce que je voulais pas être négatif en ce jour de. c'est Mais non, mais beau. on a vécu un super Bowl. C'est vrai. Plein d'autres tops. Julian Edelman, Bill Belichick qui gratte encore et encore un titre. C'est son 7e. Hein. Lui, il en a 2 en tant que coordinateur aussi. Hein, donc il faut pas oublier. La ligne offensive qui a relevé la tête après un début de match difficile. Et encore une fois, même les Falcons, parce qu'il faut être 2 pour faire un match de ce genre. Non, c'est vrai. Et ça a quand même été exceptionnel. Donc il fallait à tout prix saluer leur performance. On va continuer à parler top et flop, mais on va aller dans le public du Hard Rock Café et on va donc vous demander votre meilleur souvenir de Super Bowl, le truc que vous allez retenir. Je vais prendre mon micro. Camille, c'est bon pour le micro main qui se balade, c'est bon. Je peux faire du stand-up. Ah voilà. Non mais j'aime bien celui-là parce qu'à chaque fois je prends le fil, tu vois, et j'ai l'impression d'être. Non, je peux tirer à fond. Alors qui veut donner son avis sur ce Super Bowl? Faites pas les timides. Hein. Voilà, je vois quelqu'un qui. Non? Allez. Ton prénom et le souvenir que tu as gardé de ce match. Je te tends le micro. Alors, Landry et le souvenir, tout ce qui s'est passé à partir de 28-3, que ce soit le sac, que ce soit les conversions à 2 points, parce que moi j'étais en train de discuter avec un copain et je me disais, je le voyais gros comme une maison, comme l'année dernière, la finale de conférence, et je me suis dit, une conversion à 2 points, la deuxième, ça va coûter trop cher, le field goal. C'est bon. Je me suis dit, la transformation ratée va coûter trop cher, et je voyais ça triste, qu'ils finissent à 1 point, et que voilà. Et je suis pas particulièrement fan des Patriots, mais pour l'histoire, j'étais content, un peu comme les Cavs, Cleveland, voilà. C'est des belles histoires, et c'est pour ça qu'on regarde le sport. Donc, Alors, je vais tenir le micro juste pour pouvoir te relancer en fait. Est-ce que tu y as cru à un moment ou pas? C'est la question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu croyais que les Patriots pouvaient remonter? Honnêtement. Alors, honnêtement, à 28-3, non. À 28-3, non, parce que j'y crois quand il y a le sac en fait, parce que on se dit que le seul scénario possible en fait, je suis pas expert en NFL, mais je sais que dans ces cas-là, le seul moyen pour une équipe de remonter au score, c'est de faire un gros play défensif et de récupérer la position sur le terrain et de marquer vite quoi. Et il fallait non seulement qu'ils marquent beaucoup de points, mais il fallait qu'ils les marquent vite. Et donc là, l'avantage du sac, c'était non seulement le turnover, mais aussi la position sur le terrain. Et derrière, ça a été parfait quoi, pour les Patriots. Et voilà, quoi, un peu triste pour les Falcons, parce que c'est une équipe avec Julio Jones et des joueurs qui sont vraiment impressionnants. Mais je pense que pour l'histoire, voilà, c'est vrai que c'était beau. Quoi. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai que moi, je l'ai pas dit. Le moment précis où tu y crois, Raoul? Je l'ai dit sur le fumble recouvert. Mais honnêtement, moi, c'est tant qu'Amendola met pas la deuxième conversion à 2 points, en fait. Hein. Je sais pas si j'ai mis trop longtemps, mais à ce moment-là, si j'y ai cru ou si je le savais, parce que si j'ai cru. Ah non, moi j'ai cru sur le fumble. Moi, Fumble recouvert. j'attends la deuxième conversion à 2 points. C'était le fumble recouvert dont tu parlais, d'accord. Alors, on va faire ça. Je vais dire prénom et tu me dis 1, le meilleur souvenir, 2, le moment où tu y as cru. Tiens, d'abord le moment où tu y as cru, honnêtement. En fait, pas vraiment cru jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à égaliser. Et une fois qu'ils égalisent, là, c'est bon, c'est plié. Ils commencent avec le ballon en extra time et c'est fini. Et le meilleur moment, c'est Edelman, la réception. Ton prénom? Fabrice. Merci beaucoup Fabrice. Quelqu'un d'autre? Non, alors je vois qu'on me fait des signes. Je suis pas salaud, j'emmerde pas les gens qui veulent pas qu'on les embête. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Ton prénom et donc le moment où tu y crois. H. Donc moi je pense que c'est quand ils font le stop il restait 3 ou 4 minutes et les Falcons ils avaient la balle, ils n'arrivaient plus à avancer et donc ils ont dû punter, je sais plus qu'il y a eu un turnover et là ils ont commencé et pour moi c'était inéluctable quoi. C'est qu'ils ont commencé à démarrer et on voyait qu'ils transpiraient, ils avaient du mal. Brady, il enchaînait. Et j'ai dit, c'est fini. Ça y est. 2 points ou pas 2 points à mettre après les touchdowns, c'était fait. C'était fini. Le meilleur moment? Pour moi, il y en a 2. Le catch de Edelman et de Julio Jones. C'est vrai que celui... Ah ouais, on n'en a pas parlé. Il y en a eu 2. Il est énorme. Il y en a eu 2 où il met les pieds. Il y en a un devant lui et derrière lui. Et la balle est placée. Vraiment, il la prend. C'est un monstre, ce mec.
Merci beaucoup. C'est vrai que Julio Jones a fait un match énorme. On n'a pas mentionné non plus ses stats, non, mais ouais. il a été un peu éclipsé par ce qui s'est passé ensuite. Mais il a vraiment été énorme et il aurait mérité. C'était peut-être un des MVP potentiels d'ailleurs de ce match si Atlanta était allé au bout, parce qu'il y a quelques réceptions qui sont incroyables. Celle pour aller sur les 22 yards d'ailleurs est énorme. Il en fait aussi. 2 sur le match où il met vraiment les 2 pieds au dernier moment sur la ligne, mais plus c'est en 3e ou 4e quart-temps, je sais plus lequel, où il la rattrape derrière lui et il a la présence d'esprit de poser le deuxième pied. Elle est incroyable. C'est fabuleux. Est-ce que tu veux bien parler ou pas? Non, pas trop. Allez, il n'y a pas de souci. Je passe au suivant. Ton prénom et donc le moment où tu y crois sincèrement pour les Patriots. D'accord. Donc mon prénom c'est Issa. Après moi je suis pas un expert de la NFL. Je viens juste de commencer à regarder. Mais j'y crois. Oui, voilà. Moi j'y ai cru à partir des prolongations clairement. Dès qu'ils ont égalisé, je me suis dit c'est bon. C'est pour eux en fait. Donc, voilà. Après le meilleur moment, c'est le dernier touchdown de Smith, c'est ça? White, ouais. Je me suis trompé, White. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur moment. Voilà. En plus sur la ligne, people, c'était nickel. Merci beaucoup Issa. Après, t'en fais pas, si tu débutes dans la NFL, tu dis White, Smith ou Jones. En général, il y en a au moins un par équipe. Ou Johnson, tu peux y aller. Normalement, t'es pas trop mal. Le prénom et le moment où on y a cru. Alors Régis, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas vraiment cru. Moi je voyais une remontada, mais je pensais qu'ils allaient perdre. Je pensais, comme mon collègue Landry qui s'est exprimé en premier, je pensais qu'ils allaient perdre d'un point. Je pensais que ça allait être 27-28, qu'ils n'allaient pas réussir la deuxième conversion à 2 points. Et je me dis, ça va être la légende. Ils vont remonter, et ils vont perdre à la fin. Et alors j'ai cru à la remontée assez tôt, quand ils ont commencé à faire les stops défensifs. Parce que jusqu'alors, ça me faisait penser à la finale de conférence contre les Packers, où les Packers sont mis à mettre des points, mais ils ne stoppaient pas l'attaque d'Atlanta. Donc du coup, ils n'ont pas gagné le match. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient perdre. Donc j'ai cru quand il y a eu la deuxième conversion à 2 points. Et quand ils ont gagné le toss. Voilà, là c'était plié, selon moi. Et le meilleur moment? Le meilleur moment, le touchdown de la victoire. Parce qu'il court, la course n'est pas géniale, la défense est bien en place. Il fait un petit break là pour casser sa course, pour se jeter sur la ligne. Il marque le touchdown de quelques centimètres et voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que le touchdown de James White, faut le revoir en version Titanic aussi sur le site. Je ne sais pas si vous avez eu le temps tous, mais on vous le conseille chaudement. Tout est meilleur en version Titanic et notamment quand on porte une casquette des Patriots. Donc là, forcément, je sens qu'il va y avoir des bons souvenirs. Alors attends, on est juste au bout du fil. Ton prénom et donc, est-ce que tu y as cru? Alors, tu es fan des Patriots? Bonsoir Cédric. C'est vrai que lorsqu'on est fan des Patriots, on a toujours une petite lueur d'espoir. Bon, après, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. On voit le temps qui s'effile et on se dit, bon, ok, il va falloir avoir, 3 fumbles provoqués, un onside kick réussi et tout. Donc on y croit toujours un peu, mais le moment où vraiment ça a marché, c'est le fumble, quoi. Parce que le fumble, on se dit, bon, on est sur les 25, il y a Brady qui enchaîne, touchdown, etc. Et puis tout s'enclenche, quoi. Et après, dès qu'on gagne le toss, comme il a dit, c'est sûr que là, je ne les voyais pas perdre, quoi. Et alors, le meilleur moment pour toi en tant que fan des Patriots, il y en a eu beaucoup? Il y en a eu beaucoup, mais en soi, c'est la série avec le sac de Trey Flowers. C'est après la pénalité où ils se retrouvent sur les 45. Et là, on se dit, OK, ils vont punter, il reste 3 minutes 30, il y a Brady qui est chaud, ça va le faire, quoi. Merci beaucoup. On sait que tout ça, ça va créer une nouvelle génération de fans d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'il va y avoir un écart de plus de 10 points, il y a un mec dans la salle qui va faire « Ils vont remonter, t'inquiète. » Ils vont remonter. Le mec qui voudra le faire à chaque fois pour être sûr qu'un jour il dira « Les mecs, je vous avais dit, Brady, il faut jamais parier contre lui. » Et on va on va pas terminer avec toi alors, je ne vais pas vous embêter. Merci beaucoup en tout cas le public du Hard Rock Café, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis parce que c'est intéressant de voir comment tout le monde a vécu ce match, un match complètement dingue. Non, est-ce que tu nous as donné ton avis Julien? Non. Comme tu veux. Tu t'étais absenté, tu es revenu, alors je voulais pas oublier quelqu'un. Dernier carton de fou, donc on va rester là-dessus et nous on va passer aux questions qui ont été posées sur le site. Oui, alors on a oublié de mettre les questions dans la casquette, elles ne sont pas pliées. Donc en fait, on les met genre façon jeu de cartes ou courte paille et hop, voilà, merci Raoul, me donne une question. Et donc on va commencer avec la question de Vinsanity Seahawks. Bonjour à toute l'équipe, quel Super Bowl de folie, première saison complète que je regarde. Et deuxième Super Bowl, étant fan de basket et du hoopcast par la même occasion, avez-vous déjà envisagé de faire des émissions after afin d'évoquer des grands moments de la NFL, les top joueurs de l'histoire aux différents postes, les plus gros busts, etc. Merci pour l'émission et pour le site. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ça existait déjà avant un peu avec la chronique histoire. Tu faisais une chronique histoire, ouais.
vrai. Mais là, c'est vrai que l'idée serait de parler un peu de moments historiques, un peu intemporels, de manière décalée. Ça peut faire des émissions supplémentaires. Pourquoi pas? Comme on a envie de faire plus d'émissions éventuellement, ça peut être une piste. On note. Question suivante. Super 2020. Hello à tous. Merci pour cette saison et toutes les infos live avant, pendant, après le Big Game. Question. Dès les premières secondes après la victoire, les joueurs des Patriots arborent des t-shirts et des casquettes de champions. Il doit y avoir forcément les mêmes pour les Falcons. Savez-vous ce que deviennent ces t-shirts et casquettes de vaincus? Alors, pour de vrai, et ça a failli être la blague la plus cruelle de l'année, on vous jure. Raphaël m'a envoyé un message il y a donc le lendemain du match et m'a dit j'ai vu des t-shirts Falcons Champions, World Champions, Super Bowl Champions, etc. dans un NFL store qui était complètement dépouillé où il n'y avait plus rien à la fin. Et donc on lui a dit ramène-nous-en un pour Grégory. Et en fait il n'y avait pas sa taille, donc on n'a pas pu remuer le coupe-loto dans la plaie. Je pense que c'était le truc le plus horrible et le plus mauvais goût qu'on pouvait lui faire, c'était de lui ramener le t-shirt Super Bowl Champions des Falcons qui n'aura jamais servi. C'est à moi, c'est ça? Question de Zatar. Le débat a déjà été abordé et Raphaël a déjà dit être contre un changement de règle. Mais l'issue de ce match se joue encore en grande partie sur un toss perdu, même si les Falcons semblaient cramés en fin de match. Pourquoi ne pas donner la chance à l'équipe qui encaisse de répliquer en prolongation? Question de Zatar. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore touché ce sujet-là. Il n'y a eu qu'une seule possession en prolongation. Elle a été pour les Patriots. Et les Falcons n'ont pas eu le ballon. Est-ce qu'on doit changer la règle de la prolongation? Épisode 2000. Moi, je dis oui. Ça fait depuis que je suis sur le podcast que je dis oui. Et je trouve ça pas normal que les deux n'aient pas la même chance. Après, tu me diras, les arguments sont vrais. Il fallait pas lâcher une avance de 25 points. Non, c'est sûr. C'était pas dit que les Falcons, avec un ballon remarqué et tout. Mais même équitablement, je trouve ça pas normal que l'issue d'un tirage au sort d'une pièce pile ou face ait un tel avantage. Il faudrait que au moins, même s'il y a un touchdown, les autres puissent répondre par un touchdown. Moi, je vais te dire. Sur la physionomie de ce match-là, ça me choque pas parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était rincé et que c'était irrémédiable et que ça allait arriver. Mais je suis généralement aussi pour un changement et je suis aussi pour la règle NCAA, quoi. Tu pars des 25 et tu marques jusqu'à ce que tu réussisses plus. Une sorte de mort subite. C'est ça, ouais. Tu marques un touchdown, l'autre il doit répliquer avec un touchdown. S'il met pas un touchdown, il a perdu. Si tu mets un field goal, il doit mettre un field goal. S'il met un touchdown, il a gagné. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, je suis d'accord. Et à la limite, si tu veux adapter, si tu trouves que les 25 c'est trop près, tu fais au 50. Ouais, non, mais je suis d'accord. Un ballon au 50, puis chacun son tour, c'est parti. Ouais. Et ça dure pas 1000 ans dans les faits, si tu fais comme ça. Non. Les prolongations NCAA durent pas forcément 1000 ans. Elles durent peut-être même moins d'ailleurs que quand il y a le chrono et que ça dure. Voilà. Donc tu mets ballon au 50. Allez, règle NCAA mais avec le ballon au 50. Voilà. Ouais, moi ça me va. Question pour toi, vas-y. Boston Forever, salut à toute l'équipe. Durant la première mi-temps, c'est les Pats qui ont déjoué ou les Falcons qui ont été un peu plus forts ou les deux. N'est-ce pas un match parfait pour découvrir et aimer le foot américain? Ça, c'est vrai. La dernière remarque est très vraie. Si vous avez découvert le football américain sur ce Super Bowl-là, vous êtes des petits vénards. C'est un peu mieux que l'an dernier. Voilà, on va pas se mentir, c'est un peu mieux que l'an dernier. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était lequel? Seahawks Broncos. Ah oui, le Seahawks Broncos, il était violent. En plus, le Seahawks Broncos, il avait commencé par un safety. Moi, dès que les Super Bowls commencent avec des règles compliquées à expliquer à tes amis, c'est une catastrophe. Le Super Bowl perdu contre les Giants des Patriots, le deuxième, commence aussi avec un safety. Ouais, il commence avec un safety parce que Brady fait un attentional grounding en éloignant les pieds dans la end zone. Et ça, pareil, pour l'expliquer, laisse tomber. Tu commences le match là-dessus, les gens sont là, mais il a acheté la passe, pourquoi ils prennent des points et je peux comprendre. Hein, voilà. Donc non, là, celui-là était parfait. Est-ce que les Pats étaient moins forts ou les plus forts? Moi, c'est pour ça que je disais que le Super Bowl 49, par exemple, est meilleur en termes de niveau de jeu parce que les deux équipes ont joué un bon niveau en même temps. Là, c'est vrai que ça a semblé à un moment se déséquilibrer. C'est vrai. Question de Garlouche, Alain, pas trop déçu d'avoir laissé ta place à Raphaël pour ce Super Bowl légendaire. J'adore Raphaël, donc je suis content qu'il ait apprécié. Mais est-ce que tu es plus dégoûté d'avoir raté le match ou d'avoir raté Adrien Lima en salle de presse? Ouais. Ça, je crois que ça fera partie des grands regrets. Pour la petite histoire, je l'ai vu de très très loin au Super Bowl 49 parce que quand j'étais dans la tribune de presse, j'ai vu sur Twitter qu'elle était sur le plateau d'NFL Network qui était à l'autre bout du stade. Donc j'avais pris mon appareil photo avec un téléobjectif pour voir sur le plateau d'NFL Network et en effet, je l'ai vu de dos assise sur une chaise sur le plateau d'NFL Network à 60 mètres de moi. Mais c'était elle, tu en es sûr? C'était elle. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais ouais, non, mais forcément, je suis content pour Raphaël. Je l'ai fait 3 ans. J'ai eu la chance
chance de voir plein de super choses. Donc je suis content, il l'a fait avec un nouveau point de vue et c'était génial d'avoir ça sur le site. Donc je suis très content pour lui. Évidemment, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, je me suis dit ça aurait pas été vilain d'y être non plus. Mais je suis très content pour lui et je suis impatient qu'il revienne nous raconter ça sur Paris. Il doit être dans l'avion là, à l'heure où il nous parle. Question suivante. Doc Sinoc, après leur victoire vibrante, les Pats vont-ils être un peu moins détestés et faut-il remplacer le Gronk par un autre top player vu qu'il gagne sans lui? Est-ce qu'ils vont être moins détestés? Je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense que les gens qui les détestent les détestent tout le temps. Je pense que ça va rajouter. Saints Nation NO, avez-vous trouvé un nom pour la réception incroyable de Edelman? À ce point-là, on n'est pas loin du what the fuck catch. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom précis. Je sais pas comment appeler ce truc-là. Moi, je voulais mettre un truc avec fantôme dedans parce qu'on dirait qu'elle flotte en l'air sans rien. Phantom catch, tu vois, un truc comme ça, ça aurait été bien. Ah, mais c'est vrai que c'est un. Faudrait lui trouver un nom, mais je vois pas trop là. Question suivante, Raoul. Michael Deponte. Question dilemme. Qu'est-ce qui était le pire hier après le match, être un joueur d'Atlanta ou être Roger Goodell? Joueur d'Atlanta, je pense que tu dois être dans un état. Ouais, je pense que Goodell, il a l'habitude de se faire siffler tout le temps. Oh là là, ça doit être. Non, mais je sais pas comment tu avances le lendemain, quoi. Je sais pas comment tu sors de ton plumard le lendemain. Tu restes couché. Non, non, il faut aller prendre l'avion, non? Je pense. Enfin, il n'y a pas de mots pour encaisser un truc pareil, très honnêtement. Anthony 9H nous demande, salut équipe, salut. Selon vous, quel est le plus grand catch de l'histoire du Super Bowl? David Tyree, Antonio Holmes ou Julian Edelman? Pour moi, ça reste Tyree. Antonio Holmes, il est quand même dingue. Antonio Holmes, il est incroyable au niveau du jeu de jambes et des orteils qui restent. C'est vrai. Non, du coup, celui-là, Edelman. Moi, je reste sur Tyree. Edelman. Encore une fois, Tyree, il y a quand même. Manning finit avec l'épaulière qui sort du maillot tellement il s'est fait tirer par le truc, il est quasiment au sol. En face, c'était quand même une défense des Patriots où il y avait encore des stars, il y avait il y avait il n'y a pas d'erreur. Camille, t'as le micro, hein, tu peux parler en face maintenant. Non, je dis oui, il n'y a pas d'erreur de la défense, il n'y a pas une interception, enfin une quasi. C'est ça. Comme avec. C'est ça, ils sont dessus, ils s'arrachent quoi. Et parce que moi je me rappelle d'avoir vécu en live celui-là et vraiment être sur la chaise et dire. Oh, il est pris, ah, il est pas. Non, il n'y est pas. Et tu vois, t'es là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il la lance et au moment où il la lance, c'est pas en l'air, tu sais pas où elle va. Le mec il retombe avec, tu sais pas comment. Enfin, je pense que toute l'action est folle en fait sur Tyree et je pense que c'est pour ça qu'il est pas au-dessus. De l'avoir vécu en live, ça joue peut-être. Moi, comme j'ai vécu que celle-là des trois. Peut-être, oui, peut-être. Parce que et puis Tyree, c'est sur le dernier drive Edelman, du coup, c'est sur le drive de l'égalisation, je crois. C'est sur celui d'égalisation. Ouais. Bon, là, c'est sur le drive où il passe devant. Les Giants, ils sont menés aussi, mais ils passent devant. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc qui était quand même assez incroyable. Question suivante. Ouais, Fred Hot 33 qui nous demande si c'est Roger Goodell qui a volé le maillot de Tom Brady histoire de lui pourrir son après-match. Ah, j'avoue, ça pourrait être une. Surtout que personne ne le soupçonne. Hein, tu sais, il passe avec un maillot, tout le monde se dit ah ouais bon. C'est vrai. Non, on espère quand même que c'est pas ça. Canada nous demande salut Alain, pour Robert Kraft, il s'agit du plus beau Super Bowl gagné par les Pats. Question pour Alain, qui est celui qui t'a fait le plus vibrer, celui-ci ou celui contre les Seahawks en 2015? J'y étais en 2015, donc forcément tu le vis différemment. Donc oui, forcément. Sachant qu'on était, pour le coup, en plus en 2015, je vais te dire, la tribune de presse, elle est placée de manière à ce que on était dans le coin où il y a l'interception de Malcolm Butler. Donc je lève les yeux et je vois le maillot de Butler qui surgit, qui tape contre le receveur. C'était Lockett, non? Voilà, qui tape et qui repart avec le ballon. Et enfin, tu vois, ça va très vite, mais tu le vois qui se passe devant toi. Et le catch de Jermaine Kearse est juste devant la tribune de presse aussi. Côté droit du terrain. Et ça, je te jure, ça se passe au ralenti, quoi. C'est en temps réel, mais au ralenti. Parce que tu le vois, en plus, le terrain est dégagé, donc on le voit tomber, on voit le ballon qui rebondit sur lui. Et c'est une vision, mais qui est incroyable, quoi. Ça se passe au ralenti et tu te dis, mais comment il est retombé avec ça, quoi. Et donc ouais, c'était quand même assez exceptionnel. Pensez-vous qu'ils vont réussir un back-to-back une nouvelle fois et rentrer un peu plus dans l'histoire et la légende de la NFL? Ce serait incroyable. C'est pas impossible, hein. Ils ont encore tout. Ce serait incroyable. Et merci à vous pour tout le travail effectué cette saison. Vous m'avez fait aimer la NFL grâce au podcast. Continuez, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Et vous nous avez fait aimer la NFL. C'est le truc le plus positif qu'on puisse entendre, je pense. C'est vrai. Raoul. Garlouche, quelle équipe va supporter Raoul? Non, on ne sait pas encore. Alors, tu m'as dit que tu avais des plans. Alors, moi j'ai un plan. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et alors, tu peux peut-être me rejoindre dans cette aventure. On va voir. Je me tâte pour être fan des Rams. Oh non. Alors, pourquoi? Non, mais pourquoi? Je t'explique. Il y a un lien affectif. C'est la première équipe avec laquelle j'ai vraiment accroché, avec laquelle j'ai découvert le Greatest Showman Turf, Kurt Warner, Marshall Faulk. J'idolâtre Marshall Faulk, qui sera pour moi toujours le plus grand coureur de l'histoire, même si c'est pas neutre. Donc, j'ai bien envie de m'y mettre.
et d'être dans ce défi, tu vois, de vivre un peu la souffrance au quotidien, mais de peut-être que le jour... moi je vis ça depuis 4 ans, c'est bon. Ouais, là. mais tu vois, le jour où ils vont accrocher un non. premier tour de play-off, tu vois, que ce soit le plus beau jour de ma vie, et je voudrais vivre ce moment-là, donc je me tâte. Si tu veux me rejoindre dans l'aventure, parce qu'en plus, comme ça, ce sera un beau pied de nez aux Chargers. Tu vois, ils vont à Los Angeles, tu dis, pour la peine, je prends les autres. Non, je suis pas encore à ce point. Franchement, ce serait bien. Tu vois, c'est comme, genre, ton ex, elle te lâche, et tu vas avec sa meilleure copine qui est juste sa voisine. Bam, comme ça, et partage le même stade. C'est sa colocataire. Non, je peux pas faire ça. Ouais, la voisine est plus moche. Moi, je préfère à ce rythme-là, je préfère rester fan des Chargers. Rivers va partir dans 1 ou 2 ans, on va en rediscuter. On va en rediscuter. Non, très honnêtement, on me demandait si j'allais rejoindre le côté obscur et la Pats Nations. Non, je ne pense quand même pas que j'irai chez les Patriots. C'est un peu facile. Non, on va voir. Je me laisse une année pour décider, au moins jusqu'à l'an prochain. Tu te laisses une année, le mec observe. Ben voilà, c'est ça l'an prochain, je vais choisir. Le mec va observer la draft. Envoyez-moi vos choix de free agency, tout ça. Si Anthony Dablé signe chez les Falcons, je serais peut-être fan des Falcons. Ah, ça c'est pas mal comme argument par contre. Jonas Bernard nous demande, la question a été posée sur la chaîne américaine, je généralise encore plus, estimez-vous que Tom Brady est le sportif le plus légendaire de l'histoire du sport devant Jordan, Gretzky, Federer, Ruth, Schumacher, Pelé, Woods, liste non exhaustive, merci pour votre boulot. Je dirais une chose, il skie mieux que Schumacher déjà. C'est important. Je suis très triste par ce que tu dis. En tout cas, il est plus complet. Possible. Non, je pense qu'il n'est pas encore au niveau de Jordan. Non, mais alors après, ça dépend de ce dont on parle, mais dans l'impact culturel et populaire, Jordan, c'est ça. Impossible à surpasser, grosso modo. Ouais, je pense que c'est vraiment le sportif numéro 1 au sens où tu en parles à ta mère ou à ta grand-mère, elle le connaît. Ouais, c'est ça. Et si tu parles du basket, tu penses tout de suite à Jordan, alors que quand tu parles de foot américain, déjà, les gens ne savent pas forcément de qui parler. Et moi, c'est pour ça que je resterai sur Jordan. Gretzky, c'est pareil, c'est très régional en un sens. Gretzky, tout le monde sait qui c'est Wayne Gretzky ici? Je ne suis pas sûr. Enfin, je pose la question. Vous savez qui est Wayne Gretzky? On dit non. C'est un hockeyeur. Bon, d'accord. C'est un hockeyeur. Bon. Non, mais c'est vrai que Gretzky, c'est une légende. C'est un des plus grands hockeyeurs de l'histoire. Mais... Et autant que j'aime le foot US, le foot US reste aussi une niche en un sens comme le hockey, où c'est des sports. C'est sûr. Voilà. Ouais, mais Pelé, est-ce que Pelé a eu vraiment un tel impact? Parce que c'est plus vieux, on s'en rend peut-être pas compte aussi. Pelé, probablement pour une autre génération, mais Pelé, c'est quand même les années. Ouais, Pelé, c'est vraiment une icône. Enfin, Pelé, c'est la Coupe du Monde 58, 70 et 62 qui gagne. Donc, on n'était pas nés. C'est un poil plus ancien. Mais après, Messi, Ronaldo, sont des icônes. Après, en termes du nombre de victoires, si on cible vraiment là-dessus, c'est pareil. Je pense que Jordan reste au-dessus. Il a 6 titres. C'est un sport où ils sont que 5, donc il a une influence encore plus grande sur le jeu, là où tu peux vraiment définir encore plus. Federer avec 18 grands chelems. Federer, c'est vrai que c'est une. Il y a discussion. Qui a dit c'est pas un sport là, vous exagérez. C'est pas un sport co. D'accord. C'est vrai que c'est pas un sport co. Là, on nous a demandé juste, sportif. Donc sportif. Ouais, mais tu vois, et encore Federer, il a son mot à dire. Hein. Il a un vrai impact culturel. Carl Lewis, ça, au niveau impact culturel, ça c'est vrai que ça a été quelque chose de très très fort. Impact culturel. Mohamed Ali, aussi. Ok, ouais. C'est vrai, Mohamed Ali. Usain Bolt, si. Usain Bolt, je suis assez d'accord dans le sens où aujourd'hui, c'est une. Non, mais si, aujourd'hui, malheureusement, Carl Lewis. Si tu demandes aux gens, Usain Bolt, c'est le premier qui parle. Alors, la longévité de Tom Brady, en effet, est impressionnante, on nous dit dans le public, Encore Federer. Non, mais collectif. Un duo, le duo Belichick, le duo Belichick-Brady. C'est vrai que c'est énorme, 15 ans d'écart. Pour Federer, on ne doit pas être loin de ça. Hein. Oui, mais encore une fois, on est sur les 2003 le premier, 2003, sur les sports co. Non, mais c'est vrai que Michael Jordan et Phil Jackson, c'est vrai que c'est une association, c'est une association légendaire. C'est plus resserré pour Michael Jordan, en effet. Bon, le débat est éternel de toute façon. On va dire qu'il est parmi les plus grands sportifs de l'histoire, ça c'est sûr. Après, c'est vraiment des questions de goût, de références culturelles, de sensibilité populaire, personnelle. Il serait une icône mondiale. Jusque-là, Après, on rappelle quand même que Tom Brady, pour les 3/4 de la France, est le mari de Gisèle Bündchen. Donc voilà. C'est vrai que ça. On fait ce qu'on peut. Malheureusement, il a été présenté comme ça un peu partout pendant une semaine. Donc. On est là-dessus. Bon, on va s'arrêter là-dessus au niveau des questions et on va faire un petit point
sur les pronostics, dis donc. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on three. 1, 2, 3. Work. Je suis resté sobre pendant toute l'année, mais maintenant, je peux le dire. C'est ça. Qui c'est le patron? Qui c'est le patron des pronostics? Ouais. Merci à Tom Brady d'avoir sauvé tout ça. Ah, c'est vrai que sinon c'est Raphaël qui passait devant toi. Dis-toi que pendant tout le match, j'ai pensé qu'à ça. Je me disais, J'y ai pas pensé une Raphaël seconde. qui a joué les Falcons juste pour me passer devant sur le dernier match. Et donc, je tiens à dire que la semaine dernière, on a tous pronostiqué les Patriots, sauf Raphaël qui tentait de me dépasser. Donc, il a perdu. Et j'ai réussi un parfait 11/11 sur les playoffs. C'est vrai ça? Et ouais, monsieur. C'est pour compenser celui que tu Qui avais 0/11. compense Ouais. exactement le 0/11 de 2013. Voilà. L'équilibre de la force est rétabli. Parfait. Donc, le score final, nous avons un 181 tout en haut, un 178 pour Raphaël et un 168 pour Raoul. Ouais. J'ai joué, j'ai essayé. Un petit commentaire sur cette prestation? Peut mieux faire. Non, bah ça va. Ah, ça va être bien. On sent, t'as bien regardé Lady Gaga pour t'imprégner un peu. Ouais. J'ai essayé de me saisir de son essence de danse. Alors, je vais vous rendre un truc très bien. Du coup, il va falloir rajouter des handicaps. Il va falloir que tu sautes d'un toit. Je peux sauter du petit bar là, du petit comptoir. Il y a un petit comptoir au Hard Rock Café. Je peux faire ça, non? C'est vrai. Ouais, mais t'as vu en plus, elle sautait comme un chat qui tombe. Ouais. Elle sautait de travers un peu bizarre. Il va falloir que tu mais elle est pas très habituée. Tu t'entraînes là-dessus. Bon, après, je suppose que c'est le harnais et les contraintes de sécurité qui faisaient qu'elle sautait dans un certain sens. Mais il y a eu une très bonne comparaison. Je crois que c'est Quotidien qui l'a fait. Elle saute comme un chat qui sautait avec les pattes écartées, qui avait peur. Mais bon, voilà. Donc tu as perdu les pronostics. C'est pour la deuxième année de suite, hein, d'ailleurs. Il faut te féliciter pour cette régularité. Alors l'an dernier, c'était pas que ma faute. Ah bah c'est pas de ta faute. Je me rappelle, c'était en semaine 2. Tu avais choisi de pronostiquer tout l'inverse de nous pour essayer de faire la différence. Et évidemment, ça t'avait mis dans le trou de 10 points. Voilà, et tu t'en étais jamais remis. C'était pas que ma faute. Bah, c'était toi qui avais décidé. J'ai pronostiqué l'inverse de vous. Bon, on t'avait pas mis un flingue sur la tempe. Hein, non, c'est vrai. Bon. Donc, c'est toi. Je suis aussi de mauvaise foi, ça va. Voilà. Donc, on rappelle, hein, si vous nous rejoignez à l'antenne ou au Hard Rock Café, que le gage de Raoul sera de s'habiller dans une tenue digne de Lady Gaga. Donc, on va définir. Il y a des costumes apparemment sur ces discounts, très sympa. Mais du coup, on peut peut-être faire comme ce qu'elle a fait, une espèce de truc en carton avec des papiers d'alu comme des épaulettes de Super Bowl. Tu veux mettre un body avec des collants résine? Ah non, pas le bas, j'ai dit le haut. Mais j'ai dit le haut là, j'ai pas dit parler du bas, j'ai parlé des épaulettes en papier d'alu là, c'est bon. Non mais les épaulettes papier d'alu et les collants résine. Non, pas les collants résine, ça suffit. Et ça va être saillant hein, au niveau de l'entrejambe. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on ferait pas ça. Ça va être pas mal. Ça suffit. Et donc il va s'habiller comme ça et ensuite il dansera sur Just Dance. Voilà. C'est quoi alors? C'est Bad Romance? C'est Bad Romance, exactement. Qu'elle a chanté au Super Bowl. Qu'elle a chanté, tout à fait. Du coup j'étais en train de m'entraîner à faire comme ça avec les bras sur le côté. Ouais. Alors va falloir qu'on organise ça et on le fera en public, hein, vous inquiétez pas parce que. Mais je serai peut-être pas seul, on en reparlera. Ah oui, alors il y a quelqu'un, c'est vrai, on va dire. À la mi-temps du Super Bowl, quelqu'un qui a dit sur Twitter si les Patriots gagnent, je danse avec Raoul au Hard Rock Café sur Lady Gaga. Alors j'ai plus le pseudo en tête exact, mais il a dit qu'il le ferait. Il viendra de Suisse exprès pour, donc on va revoir, on se réglera à ce moment-là. Il fera peut-être un des monsters. Moi je propose qu'on fasse une tournée. Les gens nous ont souvent demandé qu'on aille dans des villes ailleurs qu'à Paris. Ouais, enfin on va pas leur imposer juste moi qui danse. Non, mais qu'on fasse une tournée et qu'à chaque fois tu fasses le gars. Non mais ça va, je vais déjà le faire une fois, je vais pas le faire partout. Ça suffit. Bon, en tout cas, on va s'organiser ça va être très sympa. Et donc, on rappelle que ce sera sur Just Dance parce que Raoul est un pro de Just Dance, visiblement. Voilà, il faut bien que je sauve l'honneur en vous montrant que je sais faire quelque chose d'autre que des paris NFL. Donc voilà. Donc voilà, il va tous nous aligner sur Just Dance. On va finir avec un tout mini drill. Tout mini drill. Ouais, un tri-question drill. Qui sera le MVP de la saison 2017 C'est du prono d'avance. Ouais, et j'ai envie de partir sur Derek Carr. Je reste avec mon petit favori. Allez, Aaron Rodgers s'est énervé toute l'année. Qui va jouer à la mi-temps du prochain Super Bowl? Moi, je dis on est mûr pour Taylor Swift ou Justin Bieber. Ouais, Taylor Swift, ça va tomber, c'est sûr. On y est. Qui sera champion l'année prochaine? C'est le pronostic prématuré. Les Patriots. Les Patriots pour lui, ils sont déjà favoris à Las Vegas. C'est chaud, ouais. On a vu les pronos. Non, mais parce que bon, tu vois qu'ils peuvent gagner tout le temps, donc. Je sais pas qui. Tiens, balancez-nous des noms. Qui sera champion l'année prochaine? Les Patriots. Les Dallas, Cowboys, ouais, les Cowboys, j'aimerais bien, ouais. Les Seahawks. Seahawks, faut toujours compter sur eux, ouais. Ce que vous voulez.
Les Eagles, allez, on est fous. Allez, voilà. Et vous avez ça, bon, on va pas se Tu mouiller. vas pas parier sur les Titans ou les Buccaneers, non? Ah ouais, tiens, les Titans, allez, ça va être la là grande là année là des là. Titans qui vont enfin s'y mettre. Voilà ça. comment se termine l'épisode numéro 177 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, le Hard Rock Café. Vous pouvez refaire du bruit très fort comme si vous étiez 10 000. Merci beaucoup. Ça, c'est la classe. On a l'impression qu'il y a 500 personnes dans cette salle. Merci de nous avoir suivis. Et attention, ce n'est pas terminé. Je l'ai promis avant l'émission sur Facebook Live. Je ne prononcerai pas les mots dernière émission de la saison parce que ce n'est pas la dernière émission de la saison. Il y a une émission la semaine prochaine, le 14, avec tous ceux qui nous ont aidés sur Tipeee cette saison. C'est-à-dire ceux qui ont choisi les contreparties un peu plus élevées. On va prendre leur avis et leurs meilleurs souvenirs de la saison. On va faire une émission spéciale et on citera évidemment tous ceux qui nous ont aidés sur Tipeee. Avant la Free Agency, il y aura une preview d'intersaison. Après les premiers jours de la Free Agency, il y aura une deuxième émission pour faire le point, peut-être une troisième émission Free Agency un peu plus loin dans le mois de mars. 4 émissions pour présenter la draft. On va répartir le contenu dans ces 4 émissions. On ne sait pas encore exactement précisément comment, mais on va vous dire tout ça. On présentera les meilleurs prospects, les futurs busts, nos pronostics, les petites pépites à découvrir. Ça va être avec Grégory Richard, ça va être excellent. 4 émissions aux petits oignons. Le premier tour de la draft en live. Une émission ensuite pour débriefer la draft. Donc oui, le compte est bon. On en est déjà à 5, 7, 8 émissions si on fait les 3 Free Agency et des hors-séries qui auront lieu sur la NFL, notamment les films, parce que ça on nous le demande beaucoup, mais aussi d'autres sujets un peu pop. On a fait Star Wars l'an dernier, on va parler séries, on va parler peut-être un peu cuisine, on ne sait pas d'ailleurs celle-là. C'est vrai, n'hésitez pas, musique aussi, enfin jeux vidéo probablement. En tout cas on a plein d'idées et on va se faire ça et ça va être très sympa. N'hésitez pas à nous donner vos idées de sujets dans les commentaires et ici au Hard Rock quand on va manger juste après. Voilà le programme, on va être là très très souvent pendant l'intersaison, on espère en faire beaucoup, on espère continuer à faire grandir le site. On a battu un record de visite lundi, le lendemain du Super Bowl, donc on vous remercie encore évidemment d'être là. On va vous demander votre avis pendant l'intersaison. J'espère qu'on va en faire quelque chose d'encore plus gros dans les années à venir. Encore une fois, que ce soit de la NFL et peut-être un petit peu d'autres choses. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. C'est l'émotion. On remercie justement nos sponsors. On sait que la pub, c'est pas toujours cool. Mais on essaie de trouver un juste milieu entre les soutiens sur Tipeee, entre la pub, parce qu'on veut vraiment développer le site, on veut vraiment essayer de faire quelque chose de plus en plus gros au fur et à mesure. Je remercie quand même, alors je sais c'est pas la dernière émission de la saison, mais c'est la plus écoutée, donc j'en profite. Je remercie toute l'équipe du site qui a bossé sur Touchdown Actu ces derniers mois. Axel Perrichet, Kevin Renaudet, Nicolas Michel, Kevin Zermatten, Jonathan Pham, Mehdi Julien, Nicolas Vazet, Thomas Bréguin, Charles Sirou, Anthony Coppi, Nelson Kenya, Benoît Jamet, Jonathan Pham, Lucas Vola, Romain Terrasse, Loïc Goyer, Valentin Tamizier et Romain Sicard, sans oublier l'équipe du podcast, Raphaël Masmejean, Raoul Villeroy, Grégory Richard, Camille Saraben, qu'on voit aussi évidemment sur le site. Je tenais à tous les remercier parce que c'est grâce à eux aussi que le site vit. Ils sont tous bénévoles et ils font tous un boulot formidable et sans eux ça ne marcherait pas. On vous remercie évidemment si vous nous tous soutenez sur Tipeee, si vous laissez des commentaires sur YouTube, sur SoundCloud et sur tout le reste. On vous remercie évidemment, vous qui êtes là au Hard Rock Café, vous qui nous écoutez, vous qui nous lisez, c'est grâce à vous que ça marche. On l'a dit, on est plus motivés que jamais en cette fin de saison. On veut en faire encore plus, donc on espère que vous serez derrière et c'est votre soutien aussi qui nous fait avancer. On termine cette petite page un peu mélo, Raoul, en vous disant au revoir à TNFL Actu sur Twitter, à @Raphaël_TDA, à Raoul VDG, à Alain Mattei, à Camille Saraben, tout ça c'est sur Twitter. On rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com, nflactu.com si vous voulez aller plus vite. On l'a dit, c'est pas la fin, c'est que le début. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec les Dropkick Murphys en live parce que forcément il fallait terminer avec du lourd. Ciao ciao, à la semaine prochaine.